Les investisseurs qui préfèrent quelqu'un qui a déjà investi dans CRP. Et quand tu tombes sur un banquier qui comprend l'investissement immobilier, qui a plein de clients qui sont déjà dans l'investissement immobilier locatif et qui eux-mêmes investissent, mais c'est une pépite. Ils te suivent. Sur un, sur 2, sur 3, ils te suivent, tu vois? OK. Donc je suis tombée sur ces, fameux banquiers-là. Mais au début, c'est vrai que quand tu es une femme, ça peut parfois être un peu, quand tu es pas, j'allais dire aware, quand tu es pas, prévenue, au courant ça va se passer comme ça et qu'il faut que tu fasses ça et que tu es pas accompagnée sur le sujet, bah, c'est vrai que parfois quand tu es une femme et que tu es jeune, on peut te prendre pour rien. Pas te faire confiance, tu vois? Et même mon banquier, actuel, quand je me suis présentée, bah, du coup, j'avais encore 25 ans parce que c'était le premier investissement. Il m'a prêté et j'ai eu rendez-vous avec lui il y a pas longtemps et il m'a dit: «Franchement, chapeau pour le parcours, en fait». Appartement, fiscalité, crédit immobilier. Autant de termes relatifs à une verticale bien précise qui est celle justement de l'investissement. Nous recevons aujourd'hui une experte en la matière. Elle excelle dans sa verticale et c'est avec plaisir que je la reçois sur Self Upgrade. Salut Camille, Salut Jérémy, comment vas-tu? j'ai très envie de rigoler. Ri- Tu as une très bonne énergie. Merci. Merci Jérémy de m'accueillir aujourd'hui, ça va nickel. Merci. Super. Écoute, déjà super content que tu aies pris le temps de venir sur Self Upgrade. Je suppose et je sais que tu es une femme occupée, donc merci d'être venue. Comme tout le monde, sur cette planète, j'ai envie de te dire, C'est mais vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. avec Écoute, plaisir. euh, rentrons dans le vif du sujet déjà. Mmh. Qui es-tu et qu'est-ce que tu fais? Bonjour, je m'appelle Camille, j'ai 29 ans et je fais de l'investissement immobilier. Ok, investissement immobilier. C'est très large, on reviendra dessus parce que je sais qu'il y a beaucoup de stratégies immobilières. Euh, Moi, je suis plutôt sur le locatif. Locatif? Voilà. Ok, super. Cool. Back in the days, on va retourner un petit peu en arrière. La jeune Camille arrivait de quoi? Ouais, rien à voir. Camille a, 7, 8, 9, 10 jusqu'à 13, 14 ans, elle doit être zoologiste. D'accord. Parce que zoologiste, je me disais: «Je vais voyager» et j'adore les animaux. Banco, zoologiste et tu as 7 places par an. Quand tu fais des concours, tu as 7 places par an et entre-temps, j'ai rencontré le théâtre. Je me suis pris le théâtre dans la figure et je suis pas devenue zoologiste, je suis devenue comédienne. Ok, Voilà. cool, super. Et du coup, en termes de parcours scolaire, Classique, hein, enfin, collège, lycée, bac avec mention, j'étais tout le temps première de la classe. ok. Donc après j'étais au conservatoire en même temps que j'étais, au lycée. Donc je suis rentrée très jeune, au conservatoire. J'ai même eu une dérogation parce que j'étais un peu trop jeune pour rentrer au conservatoire d'art Ah ouais, dramatique. clairement. Je suis rentrée, j'avais, 15 ans et je faisais, plus de 10 heures par semaine en plus des cours. D'accord, ok. Donc voilà, après j'ai été diplômée du conservatoire, à 18 ans. J'avais fait une année aussi à Paul Valéry à la fac. Je sais même pas comment j'ai eu mon année parce que Montpellier, c'est très festif. J'aimais faire la fête. J'étais dehors toute la nuit et j'allais à la fac avec la robe de la nuit, tu vois? Oui, Mais j'ai eu mon année avec mention aussi, et après du coup, je suis partie, sur Paris pour faire les concours. ok. T'as sauté des classes? Non, Non. mais bon, ouais, je pense que Ouais. j'aurais pu, mais Ok. non. Comme je faisais pas mal de choses à côté, le conservatoire, ça prenait pas mal de temps. Je suis restée dans mon parcours scolaire, classique. Ok, super. Écoute, comment tu rencontres l'investissement immobilier? Qu'est-ce qui se passe? Ouh là là! OK. Alors, quand tu es comédien, c'est compliqué. C'est un domaine, qu'on peut penser avec beaucoup de paillettes, mais moi je trouve que c'est un domaine qui a beaucoup de dessous noirs. Donc tu fais des tournages, on te dit que tu vas être payé en cachet, tu es pas forcément payé en cachet. Parfois tu es pas payé du tout alors que tu as tourné. Parfois tu fais des répétitions pour une pièce de théâtre pendant 6 mois, tu n'es pas payé pour les répétitions et le jour de faire la pièce de théâtre, et ben, en fait, on la décale de 2 mois et enfin, donc moi c'était, il s'est passé ça, je suis sortie du projet. Enfin, j'ai fait pas mal de choses, tu passes beaucoup de casting. Tu pas souvent retenu parce qu'il y a énormément de concurrence. C'est le rêve de beaucoup de monde et je me suis rendu compte aussi forcément que dans ce domaine, c'est pas enfin tout ce qu'on dit est vrai, c'est le piston et ouais, c'est le réseau en fait. C'est comme en immobilier, sauf que c'est plus compliqué à acquérir dans ce domaine-là qu'en immobilier et j'ai fait pas mal de petits trucs, je faisais des shootings.
À côté, je faisais des petits boulots parce que, bah, forcément, ça paye pas. Quand tu as pas ton intermittence et que parfois tu es à 3 ou 4 cachets de ton intermittence, bah, tu as pas d'intermittence. Donc en fait, tu continues à faire des petits cachets et parfois tu fais rien pendant 2 mois et puis parfois tu tournes pendant 1 ou 2 semaines. Donc voilà, c'est un métier qui est assez, route, qui est pas classique et les revenus sont pas réguliers et je m'étais dit, moi j'aimerais bien, alors pour t'expliquer le déclic, que j'ai rencontré, j'ai passé des castings, ça devait être en 2018, j'ai passé un casting pour un premier rôle au cinéma. Donc quand on fait, bah, de l'acting, c'est tout ce qu'on veut tous toucher, du doigt et j'ai passé un casting avec un réalisateur qui est, assez connu et qui était assez âgé aussi et qui avait découvert pas mal de comédiennes il y a déjà, 20 ans, 25 ans, 30 ans. Donc j'étais très contente de passer ce casting. On était, une cinquantaine, après on était 20, après on était 5, après on était 2. Donc je me suis dit, «OK, it's happening», tu vois? Genre, ça se réalise vraiment et dans ma tête, quand je suis sortie de Florence, je m'étais donné, 5 ou 6 ans pour avoir un premier rôle et je m'étais dit: «Si je l'ai pas, faut que je fasse autre chose» parce que, bah, tu peux pas rester, enfin, je pense dans ta vie, tu peux pas persévérer, même si c'est ta passion, si tu peux pas en vivre, au bout d'un moment, tu as la réalité qui te rattrape, tu as des factures à payer, tu as ton loyer et cetera et cetera. Et donc, au casting, ça devait se dérouler en Arabie Saoudite. Je devais monter à cheval. Je ne sais pas monter à cheval, donc ça, c'est du détail. On m'avait dit: «On va t'apprendre, c'est pas grave» et on avait déjà les dates de tournage, le texte et cetera et le directeur de casting était, très borderline avec moi et au moment où on m'a dit, bah, que c'était bon et que c'était validé pour moi et tout, le soir même, ça m'arrivait à 2 reprises, mais là, particulièrement, bah, c'est là que je me suis dit: «J'ai pas envie de faire ça là, tout de suite». Le soir même, j'ai reçu un message en me disant, bah: «Quelles sont, la couleur de tes sous-vêtements?» machin et en fait, c'est quelqu'un qui nous a accompagnés sur le tournage et je me suis dit: «Je vais dans un pays que je connais pas. On sait que là-bas, on peut prendre ton passeport aussi. Je vais avec une équipe que je connais pas et en plus, c'est lui qui va être responsable de moi». J'ai dit: «C'est mort». Donc je suis sortie du projet. Enfin, j'ai plus jamais répondu, simple. Ce qui est un peu frustrant quand on dit que tu es retenue pour un rôle et que tu tournes avec quelqu'un qui est connu et tout, enfin, c'est assez frustrant et en plus, c'est même pas le réalisateur qui est en cause, tu vois? Donc je suis sortie du projet et je me suis dit: «Mais j'ai trop envie de faire des choses», j'avais des idées, j'écrivais aussi, j'avais envie de tourner des choses et je me suis dit: «J'ai envie d'avoir, bah, l'argent, mon argent à moi si je veux tourner». Je dis: «Bah, voilà, s'il y a besoin de 10 000, 15 000, 20 000, 30 000, bah, tiens, ça vient de ma poche et on tourne. Je peux produire» et ce qui était pas du tout j'étais pas du tout en capacité de faire quoi que ce soit parce que je faisais plein de petits boulots et donc je cumulais des petits boulots et un soir, je suis rentrée, on habitait dans un studio avec, mon mari, un tout petit studio à Paris et c'était un peu, la merde et j'ai accepté un boulot à Montmartre, rabatteur sur les tables au restaurant et en fait, à Montmartre, tu as plein de personnes qui parlent plein de langues, plein de touristes et donc moi, je parle, plusieurs langues et donc on m'avait demandé de rabattre des tables et il y a préemption, donc maintenant je peux en parler. C'était payé au black. C'était extrêmement mal payé et je faisais, 10h30 pour arriver à 11h et je finissais vers, 1h du matin. Et ce jour-là, il pleuvait des cordes, des cordes, des cordes et en fait, on était, debout, tu avais pas le droit de t'asseoir de la journée. On avait une pause de 30 minutes. On nous servait quelque chose du restaurant pour manger et je crois qu'on était payés 8 € de l'heure et j'avais ramené des très, très, très grosses tables qui avaient, consommé, des centaines et des centaines d'euros et pour voir ce que j'étais payée alors qu'en plus, bah, c'était pas du tout avantageux ni pour les horaires, ni pour la condition physique. Il avait plu toute la journée. C'est un truc à la con, tu vas rigoler, mais j'ai attrapé une infection au pied parce que mon pied, il a trempé dans l'eau toute la journée. Et je suis rentrée et mon mari, il est témoin, je lui ai dit, je suis rentrée en pleurant, il me dit: «Mais pourquoi tu pleures?» Je dis: «Mais je veux plus faire ça, j'en ai marre des petits boulots à la con» et j'ai été barmaid aussi pendant très longtemps. Bah, j'étais barmaid la nuit de, 22h à 6h et après j'allais, le matin, je sortais d'être barmaid à 6h, 7h du mat, j'allais dans un resto et je faisais de l'animation pour des enfants sur les Champs-Élysées et j'étais barmaid aussi, sur les champs. Enfin bref, j'avais une vie, ça avait, pas de sens, tu vois? Je faisais plein de il y en a qui rêveraient d'avoir cette vie, de pouvoir faire ce que t'aimes, ta passion et de faire plein de petits boulots à côté et moi je me suis dit, «Là, j'en ai marre, en fait» et du coup, ce soir-là, j'ai dit: «Je veux plus que ça m'arrive. Je veux plus, devoir trouver des petits boulots, en speed, répondre à des annonces sur internet, être sur des groupes Facebook et tout, je veux pas ça et je me suis dit, «Bah, faut que j'investisse». Voilà. Mais je savais pas dans quoi et j'ai lu des bouquins et je me suis dit: «Le e-commerce, faut, être, extrêmement, c'est un marché, qui est volatile déjà, comme la bourse et je me suis dit: «Il faut avoir énormément de connaissances et puis il faut tester les produits et c'est pas durable, ça peut se casser, la figure dans 2-3 ans et tu dois ressortir un nouveau produit et ressortir une nouvelle marque». Il y avait, des influenceurs à ce moment-là aussi, à ce moment donné avec Shona Evans.
Donc il y avait, l'e-commerce, il y avait la bourse. La bourse, bah, je me suis dit, «Demain, tu as un crash boursier, bah, tu es foutu», tu vois? Donc je me suis dit: «Le seul truc que tu peux toucher réellement, c'est la pierre». Donc je me suis dit: «Bah, go pour l'immobilier». OK. Voilà comment c'est arrivé, back in the days. Super et déjà, ouais, effectivement, on sent que tu as beaucoup d'énergie et que tu as, j'ai envie de dire, eu déjà tu as déjà fait beaucoup de choses, presque plusieurs vies, on dirait, dans tout ce que tu m'as. J'ai fait pas mal de trucs, ouais. Et je pense que tu m'as pas tout dit en plus, Non. donc il y en avait beaucoup de choses et et donc du coup, non, à ce moment-là, tu t'es dit: «OK, l'immobilier, intéressant, c'est ce que je dois faire». Donc concrètement, comment ça se passe ton premier achat? Alors déjà, il y a pas de premier achat tant que tu as pas de CDI et j'avais jamais été en CDI de ma vie. J'avais, 25 ans. C'était 2010, j'ai pris la décision, donc c'était fin 2018 et j'avais pas de CDI et donc je me suis renseignée. On m'a dit: «Mais Camille, si tu veux investir, en fait, il faut un CDI». Et dans mon entourage, j'avais personne qui a déjà investi, donc j'avais pas d'exemple sur qui me reposer. J'avais un compte Instagram qui était très, comédienne, focus sur mon image, mais qui m'apportait rien d'intéressant, réellement en termes d'échanges pertinents avec, une communauté que tu peux avoir qui est beaucoup plus pertinente et je me suis dit: «Je vais créer un compte Instagram donc qui s'appelle Investisseuse Éclair» que j'ai encore à l'heure d'aujourd'hui et pour suivre des gens qui font de l'immobilier. J'ai compris qu'il fallait un CDI. Je suis tombée sur quelqu'un par hasard qui est devenu, par la suite, mon mentor sur 2-3 ans et qui m'a suivie sur mes projets et il m'a dit, «Écoute, j'ai jamais fait», lui, il avait jamais fait d'accompagnement. Il a une soixantaine de biens en France. Maintenant, il est à l'étranger. Il fait de l'immobilier de luxe, il est plus du tout dedans et il m'avait dit, «Je vais faire une session d'accompagnement et OK pour t'avoir au téléphone», parce qu'il fallait, c'était une sorte de, pas de casting, je dis casting parce qu'on parle de comédiens, mais il y avait un tri, enfin voilà et je l'ai eu au téléphone, il m'a dit: «Mais tu es folle en fait». Il m'a dit: «Tu as une énergie de ouf, mais tu as pas de CDI, comment tu vas investir?» Tu vois? Et il m'a dit: «Mais j'aime beaucoup ta personnalité» et je pense que je lui dis: «Mais tu sais quoi, ça commence quand ton accompagnement?» Et ça commençait, 3 semaines plus tard, je lui dis: «Je te jure que j'ai un CDI». Il m'a dit: «Si tu as un CDI dans 3 semaines, je te garde une place» et 2 semaines après, je l'ai appelé et en fait, j'ai fait un attends, j'ai bossé dans des, salles de sport très rapidement. Heu, j'ai connu quelqu'un quand je bossais en boîte de nuit. C'est quelqu'un qui organisait des soirées, mais qui avait une vision long terme pour, monter sa boîte. Après cette personne, quand il a arrêté les soirées, donc je travaillais avec cette personne-là, il a monté, des Liberty Gym que tu dois connaître, qui est assez connu. Après les Liberty Gym, il a créé sa propre société aujourd'hui qui s'appelle Gigafit et c'est un entrepreneur qui a beaucoup de succès, tu vois? Et cette personne-là, je l'ai suivi sur tout son parcours alors que moi j'étais hyper jeune, lui aussi et c'est un peu une successful story qu'il a fait et j'ai suivi ce qu'il a fait et à chaque fois, il m'appelait pour des jobs. «Viens ouvrir une salle de sport avec moi» et on a fait une ouverture, on a fait 2 ouvertures, on a fait 3 ouvertures. Après, je suis devenue une commerciale et tout ça, c'était en même temps que j'étais comédienne et que je faisais mes petits boulots. Donc je fais vraiment plein de choses et comme je savais que j'avais des skills dans le commerce, je me suis dit: «Je vais passer un BTS très rapide» et j'ai passé un BTS en 8 mois en accéléré à distance et après tu te présentes à l'examen. Donc j'ai eu mon BTS et en fait, quand on m'a dit: «Il faut que tu trouves un CDI», j'avais été stagiaire à la Fnac parce que tu es obligé de quand tu passes un BTS d'être, stagiaire quelque part. Donc j'ai été stagiaire à la Fnac et j'étais passée numéro 1, France en vente en stage Super. et du coup, j'avais marqué, les esprits quand j'étais en stage là-bas et il y a carrément, numéro 1 France en assurance et le responsable de cette société s'était déplacé en personne, à la Fnac Italie 2 pour dire, «Qui est Camille?» Et j'étais: «Bah, coucou, c'est moi», tu vois? Et pour dire: «Ah bah, bravo pour ce que tu fais et tout» et j'étais là: «Mais pourtant je suis que en stage», tu vois? Donc et quand on m'a dit: «Trouve un CDI», j'ai tapé à la porte de cette boîte. J'ai dit: «Coucou, je sais pas si vous vous souvenez de moi il y a 2-3 ans. J'étais en stage quelque part et vous êtes venus me voir parce que je vendais hyper bien vos produits» et je suis rentrée dans la boîte, pour faire simple. Et donc bah, CDI, donc j'ai rappelé, cette personne et je lui ai dit: «Bah, ça y est, je suis en CDI». Je suis rentrée, dans la formation et on a commencé la formation en février 2019 et j'ai fait, bah, le premier achat, j'ai fait mon offre était acceptée en avril 2019. Donc j'ai été très rapide et je savais que je voulais un immeuble tout de suite. Je voulais pas commencer par des appartements. Donc moi, ma stratégie, c'est les immeubles de rapport, du coup. Pourquoi les petits immeubles? Pourquoi les petits immeubles? Parce que, il y en a quand il y a certaines personnes, quand elles vont commencer, elles vont se dire: «Waouh, un immeuble, ça me fait peur et puis ça coûte trop cher» et c'est des croyances limitantes. Un immeuble, tu peux en avoir, alors si tu vas sur Paris, bah, malheureusement, j'ai pas encore les moyens de me faire un immeuble à Paris, bientôt. Mais si tu veux acheter un immeuble, tu vas en province, tu peux avoir un immeuble pour, 150 000 €, 200 000 € et ça, c'est des idées reçues parce que les gens vont dire: «Mais non, pour 150 000 €, tu as un appartement». Mais non, en fait. Si tu vas en province, en dehors de Paris, en dehors des grosses, métropoles françaises, tu as des appartements pour 30 000 - 40 000 €. Donc moi, je voulais un immeuble pour avoir plus d'un coup tout de suite
Et en fait, quand tu fais un immeuble, c'est hyper intéressant de se dire, tu passes une seule fois chez le notaire, une seule fois en égo, une seule fois chez la banque, et tu signes une seule fois pour 4-5 lots. Quand tu achètes un appartement pour commencer petit parce que tu as peur et que tu vas acheter après un deuxième appartement, tu te tapes une première négo, une première banque, un premier notaire, et tu te retapes une deuxième négo, et puis il faut rechercher le bien encore. Une deuxième banque, un deuxième notaire, etc. etc. Donc en fait, au lieu de passer 2 ans et demi pour acheter, et encore je suis gentille, 3 ans pour acheter 5 appartements, bah tu achètes un immeuble tout de suite en l'espace de 3 mois, 6 mois. Si c'est des périodes un peu compliquées comme le Covid, les financements sont un peu plus longs, mais l'immeuble, c'est intéressant. Et le point qui est hyper intéressant sur les immeubles, c'est que tu dilues le risque. Tu as un locataire qui paye pas, parce que tout le monde a peur de ça. Ça veut pas dire que ça arrive, mais imagine demain, ou tu veux changer de stratégie de location, par exemple, et ben, les autres appartements, tu as sur le crédit, plus déjà du cash, et tu fais ce que tu veux avec les autres. C'est hyper intéressant, les immeubles. Ok, le premier, t'avais l'appartement du coup dedans. Alors, c'est un 5 lots, et j'en exploite aujourd'hui que 3. Il est déjà très rentable. Et en fait, il faudrait que je fasse beaucoup de travaux pour exploiter les 2 autres, parce que c'est des combles que je pourrais créer des appartements à l'intérieur. Donc en vérité, c'est un 3 appartements plus 2 lots dans les combles. Ok, super. Mm. On sait sur le Bleuet que la croissance n'est pas linéaire, qu'il y a des hauts, qu'il y a des bas. La loi de Murphy veut que ce qui doit se passer mal se passera mal. Donc, sur ce premier achat que tu fais, on va dire que c'est le tout premier, c'est quoi les défis que tu as rencontrés sur ça? Les défis. Parce qu'il y en a eu, peut-être qu'il n'y en a pas eu. Alors, il y a eu des défis partout, mais plus on va, moins il y en a. Croissance, justement, la croissance, plus tu vas, plus tu as de la croissance et plus elle est stable. C'est ça qui est hyper intéressant, parce que tu mets des process en place. Et quand tu commences l'immobilier et qu'on te fournit pas les process, bah, forcément, tu te casses un peu la gueule à certains moments donnés. Et j'ai une anecdote sur le premier immeuble. On a peur de pas louer au début. D'accord. Ce qui est complètement débile, parce que tout le monde a besoin d'un toit. Et ça fait partie des besoins primaires sur la pyramide de Maslow. Je pense que se loger, on peut le mettre en besoin primaire, tu vois. Et donc, j'ai acheté ce premier immeuble dans une petite ville dans le nord, près d'Amiens. Et on t'invitant de rigoler. Tu vas rigoler. Premier étage, à louer. Et j'avais peur au début de mettre en location moi-même, parce que je me suis dit, je suis trop joyeuse. J'ai 25 ans, on va pas me prendre au sérieux. Je fais visiter des mecs qui ont 40-50 ans, parfois des femmes. Mais là, c'était une typologie studio, j'avais beaucoup d'hommes. Et je flippais, tu vois. Et j'ai un monsieur qui se présente, qui était un peu amoché par la vie. Enfin, ça se voit qu'il avait vécu sur son visage. Il doit avoir, je sais pas, la cinquantaine. Et il vient avec sa fille, qui était très jeune, sa petite fille, je sais plus, qui était très jeune. Et il dit, bonjour, j'aimerais louer votre appartement. Et au début, je savais pas du tout faire une sélection locataire, tu vois. J'aimerais louer votre appartement, voilà, mes fiches de paie. Et moi, je demandais le dossier complet. Donc maintenant, j'ai mis d'autres process en place qui sont beaucoup plus rapides, et je fais des entrées à distance et j'ai jamais vu les locataires et ça se passe très bien. Mais au début, je savais pas faire. Et j'avais voulu confier une agence et je me suis rendu compte que l'agence avait rien foutu. Donc j'ai repris au bout de 2 semaines et je me suis dit, je mets mon locataire toute seule. Et donc, ce locataire visite, ce potentiel locataire, ce monsieur, et il était chauffeur routier, poids lourd. Et il me montre ses fiches de paie et j'ai l'impression qu'il y a une incohérence sur les fiches de paie. Mais c'est mes premières visites, enfin, c'est réellement ma première visite, ce monsieur. Et je me dis, mais si je le loue pas à lui, je vais louer à personne. Donc, pour moi, c'était mon locataire. Erreur. Mais j'ai pas loué à lui, je te rassure. Et il me présente ses fiches, et sa fille me dit, je peux me porter garant pour mon père. Le truc était trop bizarre, et il me dit, mais madame, je fume beaucoup, on va me couper la jambe. Enfin, il me raconte un truc, mais moi, sur le coup, je suis bête, j'y crois, tu vois. Et le gars, il veut louer un truc au premier étage, et on va lui couper la jambe. C'était grotesque, le truc était grotesque de ouf. Je dois me faire opérer la jambe, donc mais vous inquiétez pas, pour l'étage ça va aller, machin et tout. Il m'invente une histoire pas possible. Et moi je me dis, oh le pauvre, je suis empathique, je suis hyper empathique comme fille, tu vois. Je me dis, et puis mais si moi je lui loue pas, personne va lui louer à ce monsieur, faut que je lui loue et tout, mais le piège. Et je me dis, c'est bizarre quand même. Et sur le retour, j'appelle son employeur. Et son employeur me dit, ah bah non, ça fait 6 mois qu'il bosse plus chez nous. Et on l'a viré pour licenciement pour alcoolisme au volant, parce qu'il roulait depuis 2 ans sans permis, en poids lourd, avec de l'alcool dans le sang. Et je dis, bah merci madame, bonne journée, au revoir. Elle m'a dit, bah voilà, si vous voulez des renseignements sur votre potentiel locataire. Je me suis dit, mais jamais. Et au début, j'avais pas la présence d'esprit de se dire, tout le monde a besoin d'un toit, tu vas trouver des locataires avant et il faut mettre des process en place. Et aujourd'hui, les process, je les ai. À l'époque, je les avais pas. Et il s'avère que j'ai mis un monsieur dans ce studio qui est resté 2 ans et demi,
qui a été un de mes meilleurs locataires à ce jour, parce que jusque-là, je crois que j'ai eu un peu plus de 35 locataires en longue durée, à date, depuis 2019. Et j'ai mis ce locataire, et ce locataire, d'ailleurs, c'était mon espion dans l'immeuble. Quand vous achetez des immeubles, ayez des espions qui va vous dire, il se passe ça, là, il se passe ça, ou on a besoin de ça, ou parce qu'il y a des locataires qui font pas très attention à l'immeuble, il y a des locataires qui se sentent vraiment comme si c'était leur bien à eux et qui en prennent soin. Et du coup, c'était ce type de locataire. J'ai eu beaucoup de chance. Et du coup, j'ai pas choisi le premier, j'ai choisi le deuxième. Et après, la sélection des locataires, ça a mis quelques mois à ce que je comprenne comment on choisit un bon locataire et les process que tu mets en place. Et à l'heure d'aujourd'hui, je le fais à distance et je vois même pas mes locataires et ça se passe plutôt bien. Ok, Voilà. super. Tu as l'air d'avoir du coup pas mal d'expérience sur ce domaine-là, Mmh. avec le recul maintenant, puisque du coup tu as dit 2019, ça fait à peu près 5 ans. Ouais, ça fait 5 ans. Est-ce que tu penses Mmh. qu'il y a eu que ça a été un peu plus difficile pour toi ou qu'il y a eu des fois où voilà, ça a dû prendre un peu plus de temps ou autre parce que tu étais une femme? Que ce soit en face des banques, que ce soit en face aussi par rapport à ton âge, au-delà même de t'es une femme? Alors, je vais répondre très honnêtement, Mmh. heu, on s'est bien foutu de ma gueule. OK. Qui? Qui a osé? Heu, Tout le monde! Tout le monde, je t'explique pourquoi. Au début, quand tu es une femme et que tu as 25 ans, aujourd'hui, j'ai un vocabulaire, là, on parle entre nous, donc voilà, mais quand je suis dans le monde de l'immobilier, j'ai un vocabulaire technique. Quand je me Mmh. présente à une banque, j'ai un vocabulaire technique. Quand je me présente à d'autres investisseurs, je fais de l'apport à faire également. Enfin, je fais plein de choses. J'ai vraiment un vocabulaire technique. J'ai des élèves aussi que je forme. Donc j'ai fait mes preuves, on va dire, et j'ai une autre manière de me présenter qui fait qu'on m'écoute. Et quand à 25 ans, je me suis présentée, je suis toujours pleine d'énergie, pleine d'entrain, mais un peu trop, rigolote aux yeux du banquier. Et un jour, je suis rentrée chez le banquier et il s'est foutu de ma gueule. En fait, j'avais eu du mal à trouver mon premier crédit et j'ai été en banque, j'ai fait une erreur. J'étais en banque me présenter à Paris alors que j'ai acheté en province. J'avais un très bon salaire, je gagnais à peu près 3 500 € par mois. Et à Paris, c'est bénin de gagner 3 500 € par mois. Mais quand tu te présentes dans une ville qui a 10 000 habitants dans le nord de la France, tu gagnes 3 500 € par mois, c'est là qu'il faut te présenter, c'est là qu'on va te prêter. Et c'est ce qui s'est passé. Et j'avais pas ces connaissances-là de me dire: «Je vais me présenter là où j'achète, parce que c'est plus intéressant pour la banque de me prendre là-bas». Et donc j'étais me présenter à un banquier à Paris et le banquier m'a dit, «Bonjour, mademoiselle, Régnier, c'est ça?» Je fais: «Oui». «Donc vous voulez acheter un immeuble?» Ha, ha, ha. Et Il le a dit mec, il ça. rigole. Je dis: «Bah, oui». Quel âge il avait, tu penses, au-dessus des moitiés? Je sais pas, il avait 45 ans, enfin, c'était OK. un banquier en place. Et moi, j'avais préparé un dossier de 17 pages. J'avais préparé un super dossier, mais je pense que l'image que je renvoyais n'allait pas avec mon dossier. Et il m'a dit: «Mais pourquoi vous voulez acheter un immeuble?» Mais il se foutait de ma gueule, mais ouvertement, tu vois? Je me suis dit: «Mais c'est une blague?» Ouais. Je dis: «Mais vous avez les chiffres?» Et en plus, je pense que comme j'ai acheté un immeuble hyper rentable, le mec se dit: Elle te fout de moi», tu vois? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et ça, par contre, c'est quelque chose qu'on m'a souvent, dit au niveau des banques, c'est: «Vos projets sont hyper rentables, comment vous les trouvez? C'est du faux, c'est des fausses attestations» et cetera. Et donc moi, je lui dis: «Mais attendez, j'achète un truc, il était à 200, j'ai négocié à 115 déjà et là, j'ai 500 de crédit, j'ai 1 500 € de loyer». Et il me dit: «Ha ha ha». Le mec, il se foutait de ma gueule et il me dit: «Et donc demain, il y a une tempête, le toit il s'envole, vous faites comment?» Non. Je te jure qu'il m'a dit ça. Et en fait, je me suis retrouvée, mais bête devant lui parce que j'avais pas préparé ma réponse. «Mais tu as des assurances, Mmh. débile». J'avais envie de lui dire: «Banquier, mais tu es con, tu as des assurances, tu prends une assurance, PNO propriétaire non occupant qui te couvre, demain tu as une tempête, tu es pas responsable de la tempête», tu vois? Catastrophe naturelle, c'est pris en charge par ton assurance. Mais et là, j'avais pas les réponses. Et donc il a rigolé et c'était ça s'est, très vite écourté parce que je savais que ça irait pas plus loin. Et «Bon, madame, on va étudier le dossier, merci et tout». J'étais là: «Ouais, d'accord, OK». Voilà, j'en pensais pas moins dans ma tête et je me suis dit: «Mauvaise technique». Je suis passée par un courtier et j'ai eu mon crédit par la suite par un courtier. Et maintenant, en banque, en fait, quand tu trouves, les bons interlocuteurs en banque, ils te suivent, sur tous les projets en réalité. Si tu sais parler à un banquier, tu as des banquiers qui sont pro-investisseurs et tu as des banquiers qui aiment pas les investisseurs, qui préfèrent quelqu'un qui a déjà investi dans CRP. Et quand tu tombes sur un banquier qui comprend l'investissement immobilier, qui a plein de clients qui sont déjà dans l'investissement immobilier locatif et qui eux-mêmes investissent, mais c'est une pépite. Ils te suivent. Sur un, sur 2, sur 3, ils te suivent, tu vois? OK. Donc je suis tombée sur ces, fameux banquiers-là. Mais au début, c'est vrai que quand tu es une femme, ça peut parfois être un peu, quand tu es pas, j'allais dire aware, quand tu es pas, prévenue, au courant ça va se passer comme ça et qu'il faut que tu fasses ça et que tu es pas accompagnée sur le sujet, bah, c'est vrai que parfois quand tu es une femme et que tu es jeune, on peut te prendre pour rien.
pas te faire confiance, tu vois? Et même mon banquier, actuel, quand je me suis présentée, bah, du coup, j'avais encore 25 ans parce que c'était le premier investissement. Il m'a prêté et j'ai eu rendez-vous avec lui il y a pas longtemps et il m'a dit: «Franchement, chapeau pour le parcours, en fait». Et aujourd'hui, s'il a la délégation, donc la délégation, c'est, chaque banquier a comme un montant qu'il peut prêter sans avoir à demander plus haut. Et donc lui, il m'a dit: «Si j'ai la délégation, mais je vous prête les yeux fermés, vous achetez ce que vous voulez, je vous prête, j'ai même pas besoin de voir le dossier». Parce qu'il sait que je gère. Et il m'a dit: «Vous avez fait vos preuves et franchement, vous gérez ça hyper bien», tu vois? OK. Par rapport à ton discours, j'ai l'impression et si je ne m'abuse, Dis-moi. que tu considères ton banquier comme ton partenaire. Bien sûr! Pourquoi, d'après toi, il faut faire justement de son banquier son partenaire? En fait, le banquier, il a aucun intérêt à te prêter. L'argent, il est gratuit. Tout le monde s'affole en ce moment: «Ouais, 4 les taux». C'est gratuit. Il y a, quelques années, c'était 10 15. Là, il y avait un intérêt pour la banque. Aujourd'hui, les taux, en plus, en 2019, ils étaient à 1,5. J'ai eu un crédit à 1,3 et à 1,8. Enfin, c'est ridicule. L'argent, il est gratuit. Le banquier, si tu prends pas des produits chez lui, il a pas intérêt à te suivre. Et en fait, comme il te prête de l'argent, bah, gratuitement, lui, il récupère rien. Et en plus, à l'époque, moi, j'ai fait, tous mes projets, je les ai faits à 110. Donc 110, ça veut dire que tu fais financer et le bien, et le notaire, et les travaux, et les frais annexes. Donc tu mets 0 €. J'ai mis 0 € d'apport. 0 après pour faire plaisir au banquier, justement, j'ai mis 2 000 € pour le frais de dossier, ou des choses qui peuvent ou lui prendre des produits, ouvrir, des assurances, vie, prendre un LEP, un livret A, et cetera. Mais en fait, le banquier, il a pas d'intérêt à te prêter. Donc si c'est pas ton partenaire et que tu le vois pas comme ton partenaire, en fait, tu peux pas aller à la banque et dire: «Ah salut, donne-moi un crédit, s'il te plaît». Non, ça marche pas. Évidemment qu'on va dire: «Bye», tu vois? Donc pour qu'on te prête, il faut que le banquier ait des contreparties. Donc les contreparties, c'est quoi? C'est domicilier tes revenus chez lui et c'est domicilier toute ton épargne. Et c'est vrai que si on te prête alors que tu domicilies pas tes revenus et pas ton épargne, que tu ouvres pas des comptes chez lui, il a aucun intérêt. Donc il faut vraiment le voir comme un partenaire parce que c'est pareil, il y a des gens qui cachent des informations. Demain, tu caches des informations, ça va se savoir tôt ou tard. Les banques, elles communiquent entre elles, les différents organismes de cautionnement, mais c'est pas parce que tu es chez le voisin qu'ils vont pas être au courant de ce que tu fais dans l'autre banque. Donc tu as tout intérêt à montrer patte blanche parce que demain, il y a des gens qui se sont amusés à faire quelque chose. Ils ont acheté, tu vois le Crédit Agricole? Tu as, je sais pas 20, c'est par région les Crédits Agricole en France, il y a une vingtaine de Crédits Agricole. Et un mec, il a pris un crédit, au Crédit Agricole de, je dis n'importe quoi, Brie Picardie. Après, il a pris un crédit agricole un crédit au Crédit Agricole de Paris. Après, il a été dans le sud. Après, il a été et il a fait tous les crédits agricoles de France. Sans dire il avait les précédents, c'est ça? Non, parce qu'en fait, les crédits agricoles, ça marche par région et c'est pas national, donc les autres crédits agricoles ne savaient pas. Le jour mais il y avait, je sais pas moi, 5 ou 6 millions d'emprunts. On était vraiment sur même peut-être un peu plus, un gros volume. Le jour où le Crédit Agricole l'a su, qui a communiqué avec l'autre et qu'ils ont recoupé tous les crédits agricoles, ils ont exigé en cash les prêts. Ça veut dire que demain, si tu caches des informations, tu risques, bah, c'est le retour de bâton, c'est normal. Tu es plus un partenaire. Si tu le vois pas comme un partenaire, mais tu te fous de la gueule de ton banquier, bah, en fait, tu as des obligations. Les prêts, il faut lire les petites lignes, tu as des obligations à déclarer. Si tu déclares pas tes prêts et tu dis: «C'est mon premier prêt, prêtez-moi» et qu'on te prête alors qu'en fait, tu as déjà 3 millions d'encours, mais sous prétexte que c'est caché parce qu'elles communiquent pas encore entre elles, les banques, mais ça se saura tôt ou tard, tu vois? Donc il faut vraiment le voir comme un partenaire. Faut lui dire, tout, faut être transparent. Faut être transparent sur ses comptes, sur ses sorties d'argent, sur, ce que tu prévois de faire, sur son épargne, sur ce que tu vas faire aussi avec ce qu'on te prête. On te prête aujourd'hui, bah, voilà, moi je vais acheter un immeuble, il y a tant de loyers qui vont rentrer, voilà le crédit, voilà les charges, voilà ce qui va rentrer par mois. Ça, je vous le bloque sur un compte, c'est pour vous. Ça va en «épargne» entre guillemets, tu vois? Je vais pas le dépenser, je le mets sur un compte et on le met sur ce compte-là ensemble, on ouvre un compte pour ce projet, tu vois? Donc oui, le banquier évidemment, c'est un partenaire. Vraiment. De toute façon, sans banquier, tu vas nulle part, hein, parce que le banquier, c'est la base. Il t'accorde le prêt, tu as pas de prêt, tu as pas d'immeuble. Ou tu as pas d'immobilier, ou tu as pas d'appartement, donc ouais. OK. Aujourd'hui, tu as combien de lots? Lot, c'est un grand mot parce qu'en fait, tu peux faire énormément avec 3 lots comme tu peux faire très peu avec 40 lots, donc j'ai 18 lots et je les exploite pas tous OK. en entier, OK. mais j'ai 18 lots. OK. Je vais aller sur le volet de la gestion. Donc effectivement, tu es une personne, tu as 24 heures dans une journée comme tout le monde, il y a quand même 18 lots. Ouais, Tu as parlé des process tout à l'heure. ouais. C'est quoi les process? Parce que je suppose que tu gères quand même pas mal à distance aussi? Je fais tout à distance parce que moi, je suis à Paris et donc les immeubles dans le sud, ils sont à j'en ai 2 dans le sud à 800 kilomètres, 900 kilomètres, quelque chose comme ça, à 4h30 de train, donc ça fait un bout de chemin et à 2 heures de Paris en voiture, 1h40 de Paris en voiture. OK. Alors comment tu gères à distance? Je caricature beaucoup, mais
il y a un problème dans l'appartement ou bien il y a un locataire qui t'appelle et cetera? Ça, c'est tellement des idées reçues. Au début, j'ai voulu acheter parce qu'on m'a dit d'acheter quand tu commences ton premier investissement immobilier, tu es rassuré d'acheter à côté de chez toi et l'erreur alors c'est pas une erreur parce qu'effectivement, il faut que tu prennes connaissance de comment ça se passe. Donc quoi qu'il arrive, voilà, tu mais c'est de vouloir te déplacer tout le temps sur place, sauf que je suis pas plombier. Un jour, on m'appelle, il y a une fuite. Je fais quoi? Je prends ma voiture, je vais voir la fuite. Waouh, super, Camille, elle a constaté la fuite. Maintenant, il faut qu'elle appelle un plombier. Ça servait à quoi de se déplacer? À rien. Mais ça, t'as pas le recul quand tu commences. Quand il se passe quelque chose, tu te dis: «Oh, c'est mon bébé, c'est mon immeuble, il se passe quelque chose dessus, je prends ma voiture, je vais voir». Mais en fait, tu perds du temps. Donc la gestion à distance et être obligé de faire la gestion à distance, c'est un gain de temps énorme. Aujourd'hui, il se passe un truc avec un locataire. Quand tu connais ta ville, tu connais ton secteur. J'ai des artisans en référence sur les 4 immeubles. Il se passe un truc, le locataire me prévient, j'appelle l'artisan, il a même pas besoin de m'envoyer de devis parce qu'on travaille ensemble depuis 4 ans, je sais qu'il me fait les prix justes, il me dit: «Voilà, ça va coûter à peu près tant, intervenez le plus vite possible» et c'est des artisans qui te répondent parce que tu travailles, c'est des partenaires, main dans la main avec eux depuis, par exemple, 4 ans. Et s'il y a un client lambda qui les appelle, il va pas être dispo. Mais là, par exemple, c'était fin de journée, 19h, il s'est déplacé, il est allé sur place. Qu'il y a un locataire qui avait coincé sa porte. Il s'était retrouvé sans ses clés ou quelque chose. Il est allé le dépanner, alors qu'il avait fini sa journée. Mais comme c'est un artisan et c'est un partenaire, il s'est déplacé. Donc en fait, les process, je peux pas te le détailler là, sinon le podcast, il va faire 3 heures. Mais il y en a pour la sélection de locataires, par exemple, pour la gestion des locataires, pour la gestion des communs aussi, parce que quand tu as un immeuble, tu as des communs, tu as pas que des appartements. Donc tu as tout ce qui peut être, façade, toiture, nettoyage des communs, compteurs et cetera et cetera. Mais par exemple, pour la sélection des locataires, j'ai mes messages, ils sont prêts à l'avance. C'est sur, moi, je mets les annonces, bon, comme tout le monde sur Le Bon Coin. Tu as d'autres sites aussi, Se Loger et cetera. Moi, j'utilise principalement Le Bon Coin et j'ai une série de questions. Après, on m'envoie le dossier. Je demande des garanties, évidemment. Donc là-dessus, j'ai jamais perdu de l'argent en immobilier jusque-là. Est-ce qu'il y a eu des impayés? Oui, mais ils étaient couverts, donc j'ai jamais eu réellement d'impayés ou je n'ai jamais été payée. J'ai toujours été payée de tous mes loyers, donc en fait, tu as des choses à connaître pour te protéger toi aussi, des garanties et cetera. Donc on va dire que, oui, ça pourrait, mal se passer, mais avec les procès, ça se passe très bien. Tu évites que ça se passe mal. OK. Voilà. En parlant de moi, de ce que j'entends et de ce que tu me dis, j'ai l'impression que c'est un domaine très humain, très relationnel. C'est-à-dire que toi, tu me parles d'un artisan qui a fini sa journée, mais qui va quand même, tu me parles d'un banquier qui te suit. Donc pour moi, c'est des relations, ben, de business, hein, long terme et puis, où on se fait confiance au bout d'un moment. Ben, on essaie de se faire confiance, petit à petit, ça avance. Comment ou est-ce que c'est quelque chose que tu prends en compte? Comment tu fais en sorte que tes locataires, potentiellement, il y ait pas de friction entre les locataires? Puisque attends. Je t'en prie, excuse-moi. Non, mais c'est très expressif, ça m'a fait rire. Mais je veux dire, par exemple, imaginons, même chose, tu as un locataire, je sais pas, qui met de la musique et puis il y en a un autre qui supporte pas trop la musique. Tu me dis qu'effectivement, dans chaque, potentiellement, immeuble, tu as potentiellement un avec qui tu t'entends encore mieux, qui est un peu un espion, si je puis dire. C'est ça. Est-ce que toi, tu te mets dans ça? Tu essaies de faire ou pas du tout? Sur cet aspect entente entre En les fait, locataires? au début, j'ai voulu être, trop présente et ça a été un défaut parce que du coup, on m'appelait tout le temps et aujourd'hui encore, on peut m'appeler parce qu'on va en parler après au niveau des stratégies. Je mixe absolument toutes les stratégies qui peuvent exister. Je fais de la longue durée, de la colocation, de la relocation, de la location courte durée. Je fais tout ce qui existe, je le fais et je les mixe dans les mêmes immeubles. Donc forcément, ça peut créer des frictions, comme tu dis. Il y en a eu, hein, des locataires qui se plaignent du bruit et cetera et au début, quand tu veux être présent, on t'appelle tous les jours. Quand tu dis: «Bah, vous êtes, des grandes personnes, adultes, majeures et vaccinées, vous voyez entre vous», bah, on t'appelle plus trop parce que, moi je dis: «Voilà, je suis quelqu'un d'hyper réactif, je suis ta propriétaire, tu rencontres un souci, tu as une fuite, le jour même, tu as quelqu'un qui se déplace». Je laisse pas traîner. Légalement, un propriétaire, il a 1 mois pour réagir, pas pour intervenir. Il a 30 jours pour te répondre s'il se passe un problème et après, il y a les délais d'intervention. Voilà, ça arrive, hein, il peut y avoir un dégât des eaux, une fuite ou quelque chose. Le jour même, le locataire, il m'appelle, le jour même, je réponds, le jour même, il a quelqu'un sur place. Et donc, je pars du principe que si je suis réactive, j'attends aussi du locataire qui soit réactif et adulte et qui prenne ses responsabilités. J'ai mis beaucoup de temps à l'appliquer parce que bah, les locataires, au début, tu as envie d'en prendre soin parce que tu te dis bah, demain, ils vont pas me payer le loyer parce que j'ai pas répondu en temps et en heure à son message. Absolument pas. Absolument pas. Les locataires payent leur loyer même si tu mets une journée à répondre à leur message. Et s'il y a des frictions, en fait, je leur ai dit bah, vous allez les voir et vous allez parler. Puis si ça va trop loin, vous allez porter plainte. Vous allez passer une main courante. Et à ce moment-là, la police va se déplacer. Et en fait, ça va jamais jusque-là. Mmh. Donc, ils gèrent entre eux. Il n'y a pas de qui s'aiment pas sur 4 immeubles. Ça m'est arrivé une fois, 2 locataires qui s'aiment pas, ça m'est arrivé une fois.
Je dis: «Bah, faut gérer ça entre vous». En fait, s'il se passe quelque chose de grave, c'est simple, hein, vous êtes des humains, il y a la police, les pompiers, moi, propriétaire, je suis responsable du bien, je suis pas responsable de vous. Mmh. Tu vois? OK, super. Tu parlais de différentes stratégies. Ouais. Tu parlais de mix. Ouais, ça c'est mes stratégies, c'est même en fait, tu as différentes stratégies et tu peux même mixer sur un seul bien des stratégies. J'ai envie qu'on parle de ça déjà. Pourquoi mixer? Et deuxième chose, qu'est-ce que tu ASMR, c'est ça? Donc vas-y, ouais, donc du coup, pourquoi tu mixes et qu'est-ce que tu mixes? Alors, au début, j'étais partie sur la longue durée parce que j'ai pas envie de me prendre la tête et j'avais peur de sélectionner les locataires. Plus le temps passe, plus je sélectionne bien les locataires, plus je commence à comprendre comment ça fonctionne et j'ai acheté des biens qui ont possibilité d'avoir plusieurs stratégies à l'intérieur. C'est-à-dire que, par exemple, quand tu achètes un T3 ou un T4, donc j'ai 3 T4 qui font à peu près 100 mètres carrés chacun, un dans le nord et deux dans le sud, qui sont vraiment des très grosses surfaces et tu as la possibilité de faire de la colocation. Donc au début, je faisais de la longue durée. Mais je me dis un loyer en longue durée, même dans le nord, le premier que j'ai acheté, je me suis dit: «Je veux faire de la coloc direct». Je me suis lancée dans le bain et un loyer que tu as à 550-600 € sur le marché en longue durée, j'ai fait tout de suite 1 050 net, hein, je te parle hors charge, de loyer sur un appartement. Là où les autres le louent 550 et on m'a dit: «Ça va jamais marcher sur cette ville-là, je suis la première à avoir fait une coloc». Donc j'ai installé une coloc, c'était 350 € hors charge et après, avec les charges, c'était, 400 et quelques et donc tu fais 350, fois 3, ça fait, 1 050 de loyer sur un seul appartement et donc là, tu te rends compte que sur un immeuble, tu as 500 de crédit, 515 précisément sur cet immeuble-là, sur le premier immeuble et à côté, tu rentres, presque 2 000 € de loyer avec 3 apparts. Parce qu'il y en a encore 2 que j'exploite pas, tu vois? Donc tu te dis: «OK, on peut s'amuser, en fait» et là où c'est génial un immeuble et pourquoi tu peux mixer tes stratégies, c'est que en général, tu as un seul bien dans l'immeuble qui te paye le crédit donc moi, j'ai un loyer, sur un T2 dans les 470, donc ça paye le crédit quasiment et après tu peux t'amuser sur le reste. Donc c'est-à-dire la coloc demain elle marche pas, tu repasses en longue durée. Demain tu veux essayer la courte durée, tu peux si le secteur s'y prête et ce que j'ai fait, c'est le dernier immeuble, qui est hyper rentable, où j'ai tout fait dessus. Je me suis amusée parce qu'à force de prendre de l'expérience, et de mettre en place des process et que ça fonctionne, tu dis: «OK, je peux le faire». Sur le dernier immeuble sur le dernier immeuble, j'ai, au rez-de-chaussée, un T2 en longue durée. Au premier étage, un T4 en relocation. Au deuxième étage, une colocation. C'est quoi la relocation? C'est, quand tu alors il y a des personnes qui peuvent ne pas avoir de crédit ou ne pas faire appel à des crédits ou ne pas avoir la possibilité d'avoir de crédit et c'est quand tu donnes un appartement à cette personne-là, qu'on peut entendre de temps en temps que ça s'appelle de la sous-location professionnelle. Donc moi je parle de relocation et donc tu donnes cet appartement à cette personne-là et elle va faire de la location courte durée à l'intérieur et en fait, ça marche dans les 2 sens. Moi, en tant que propriétaire, par exemple, j'ai donné un appartement à une société qui, sous cet appartement, donc qui met des personnes à l'intérieur et en fait, toi, par exemple, tu veux investir, mais tu as pas l'argent tout de suite pour investir, tu peux aller démarcher des propriétaires comme moi, mais ça marche aussi de ton côté et tu vas mettre des gens à l'intérieur, tu vas faire du cash avec cet appartement. Mmh. Donc ça, c'est le premier étage. Le deuxième étage, il y a une colocation que je fais de la location courte durée l'été et en colocation, donc c'est ce que je t'appelle mixer les stratégies. En fait, tu pourrais garder une colocation à l'année. La colocation, souvent, c'est des étudiants. Donc, les étudiants, l'été, ils sont pas là. Donc, ce que tu fais, c'est que tu fais un bail étudiant ou un bail mobilité de septembre à juin et juillet, août. Je suis dans le sud, tu fais ta saison. Je suis à un endroit où il y a des férias, il se passe des événements, donc c'est blindé. Et tu fais tes événements, tu encaisses du coup le cash des locations courte durée et tu repars en colocation en septembre. Et pour te donner une idée, c'est un appartement qui est loué à peu près 600 € par mois en longue durée. Et là, le loyer moyen, c'est 1 500 € par mois, fois Mmh. 3 presque. OK. Si en fait, c'est 1 050 sur, la période, tous les mois avec la colocation et l'été, tu fais 3 000 ou 4 000 € par mois avec. OK. Par mois. Donc ça, c'est mixer les stratégies et au dernier étage, j'ai créé un appartement dans les combles, qui est super et du coup, je fais un bail mobilité étudiant et l'été, je fais aussi de la location courte durée. Donc je mixe, j'ai toutes les stratégies sur un seul immeuble et j'ai un garage aussi. Le bail un peu plus, tranquille, normal, j'ai un garage. OK. Voilà. OK, non, super. Comment tu vois, parce que ça fait, tu vois, 2019, on est en 2024. Ouais. Comment tu as vu alors, est-ce que toi, tu as vu une évolution dans le marché immobilier? Est-ce que tu as vu des Bah, tout le monde changements? a eu peur il y a pas longtemps. Au début, c'était l'euphorie 2019-2020, les taux à 1,5, tout le monde qui se jette, ça prête dans tous les sens et d'un coup, hop, les réglages CSF, elles se durcissent. On te dit en fait, les taux, ils passent à 4. Ils dépassent même les 4 récemment et là depuis, 1 ou 2 mois, donc là, à l'heure où on parle, on est en mars 2024, donc depuis le début d'année, ça commence de nouveau à se desserrer. Les taux commencent à rebaisser un peu et du coup, ça accorde beaucoup plus de crédit. Je sais pas si tu as fait, attention à la télé.
il y a des pubs pour dire venez, on prête. Je sais pas si tu as vu ou pas, le Crédit Agricole vous prête, la Banque Postale vous prête, etc., etc. Donc là, ça veut dire que les banques ont besoin de prêter. Et du coup, au niveau de l'évolution sur le marché, bah, évidemment, plus les taux vont baisser, plus les prix de l'immobilier vont augmenter. Mais je pense que sur la durée, de toute façon, bah, depuis le début que l'immobilier existe, les prix font qu'augmenter. Tu vois, j'ai acheté un immeuble récemment, je suis tombée sur l'acte notarié. Et en fait, il y a tout le background de l'immeuble. Il y avait marqué en 1970, acheté, c'était en francs, mais c'était l'équivalent de 5 000 euros. Je dis quoi? Moi, je suis en train de l'acheter 150 000 euros, tu vois. Et après, il disait en 2001, achetez tant, en 2005, achetez tant, en 2010. Et plus ça va, plus tu arrives au prix actuel. L'immobilier prendra toujours de la valeur. Donc pour moi, l'immobilier, c'est sur le long terme, c'est hyper intéressant parce que bah, c'est de la pierre, ça prend de la valeur, ça bouge pas, quoi. Ok, Mm. cool. Tu m'as parlé tout à l'heure, parce qu'on va aussi parler un petit peu de digital. Ouais. Tu as touché du doigt un projet sec. La fois, tu es parti sur un autre projet, je dirais digital, mais aussi lié à l'immobilier. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, moi, je m'éparpille. C'est un gros défaut. Je veux faire 20 000 choses en même temps. Et à l'heure d'aujourd'hui, je fais encore 20 000 choses en même temps, mais on va dire que c'est cadré, tu vois. Et j'ai vu qu'il y avait une faille dans le marché et qu'il n'y avait pas de logiciel hyper compétent à l'heure actuelle où tu peux gérer tes locataires toi-même. Parce qu'au final, on est beaucoup à gérer nos locataires nous-mêmes, à avoir essayé les agences et ça fonctionne pas, donc on gère nous-mêmes. J'ai des amis qui ont 50, 60, 70 lots, ils gèrent encore tout seuls leurs lots parce qu'ils n'ont pas trouvé d'application sur Internet ou d'agence qui répondent à leurs besoins. Et donc, j'étais sur la création d'un site. Est-ce que tu peux juste expliquer pour l'audience ce que tu appelles gérer ses locataires? C'est quoi comme actions? Oui, bien sûr. Gérer tes locataires, simple. Gérer tes locataires, en général, quand tu vas sur une agence immobilière, on te dit oui, bonjour, merci, veuillez signer le mandat. Tu signes le mandat, il gère ton locataire. Gérer ton locataire, c'est quoi? Lui faire une cadence. Ça prend 2 minutes et c'est une fois dans le mois et ils te prennent 8%. Non. Lol. Lol. Mais gros lol, jamais de ma vie je vais te donner mes biens pour 8% pour faire une quittance. Et en fait, s'il se passe un truc, ça m'est déjà arrivé, évidemment qu'il va t'en arriver des choses. Mais demain, il y a un dégât. L'agence, elle appelle qui? Bah toi, le propriétaire. Donc en fait, tu perds du temps, puisque le locataire, il t'appelle tout de suite. Il passe par l'agence, tu perds 5 jours. Ça s'aggrave, surtout si c'est de l'eau. L'agence t'appelle, l'agence traîne. Le temps qu'ils te rappellent, qu'ils appellent l'assurance, qu'ils fassent le lien. Et en fait, ça va être à toi d'appeler l'assurance. Et après, est-ce que vous validez telle société? Oui, mais ils peuvent pas passer parce que l'agence, elle est fermée tel jour et puis ils peuvent pas répondre à cette heure-là et puis machin. Mais t'imagines le temps que tu perds? Une agence, enfin, vraiment, j'ai rencontré des agents immobiliers compétents en transaction. J'ai pas rencontré d'agence compétente en gestion locative. Et la gestion locative, c'est quoi? C'est répondre à ton locataire. Bonjour madame, il m'arrive ça. Oui, pas de souci, je vous le gère. La journée, c'est réglé. Mon temps de gestion là, j'ai 15 locataires en longue durée et beaucoup plus été parce que c'est la location courte durée et tout. Mais mon temps de gestion, c'est 30 minutes dans le mois, fois 18 lots, fois 8%, fois 6 500, 7 000 euros de loyer. T'imagines ce que je perdrais si je mettais en agence? Et surtout, en vrai, tu as une meilleure, la chose de se dire: «Je gère en agence», c'est quand tu es à l'étranger ou quand tu as pas envie de t'en occuper et tout, mais tu vas forcément en entendre parler un jour ou l'autre. Et quand c'est une agence qui gère pour toi, c'est, de se dire, «Ah, c'est quand tu as peur de gérer toi-même tes locataires, mais en fait, quand tu sais les gérer toi, tu gagnes du temps», ça, c'est la gestion locative. Et pause, c'était quoi la question juste avant? Parce que tu m'as dit: «Parle-moi de la gestion locative», mais c'était Ouais, quoi la question on globale? parlait justement de l'aspect technologique. Donc, je t'ai dit, tu as touché du doigt un Ah oui, projet. ouais, ouais, je peux enchaîner dessus. Enfin, où tu peux Non, non, vas-y, enchaîne non, dessus. Tu enchaînes dessus. donc ça, c'est l'aspect, gestion locative et je me suis rendu compte, du coup, que moi, en tant que propriétaire, bah, j'aurais bien aimé avoir un support et il y en a pas. Il existe des sites que je veux pas citer parce que je les ai fortement étudiés longtemps, mais ils sont pas ouf. On va citer personne. Mais je les ai testés et j'ai testé, aussi auprès de mon audience, j'ai mis des sondages, j'ai posé beaucoup de questions, j'ai fait tourner des questionnaires et en fait, personne ne trouve un site qui correspond. Donc j'étais sur le lancement d'un SaaS et en fait, le truc, c'est que un SaaS, c'est un logiciel. Bah, bon, comme les gens te suivent, toi, ils savent ce que c'est déjà. Mais j'étais sur le lancement, d'un SaaS, donc là, le MVP était prêt, j'ai bossé dessus, d'arrache-pied comme une dingue. J'avais un business angel qui me suivait sur le projet parce qu'on était à plus de 100 000 € cash à mettre, sur la table déjà pour le MVP 1 ou 2, tu vois?
La 2e version maximum était déjà à plus de 100 000 € et beaucoup plus en développement parce qu'en fait, il faut relier les comptes bancaires, il faut savoir qui a payé à quel moment. L'idée, c'était vraiment d'avoir un truc automatique, Ouais. des relances automatiques, des quittances automatiques, voir des états des lieux avec. Mais je vais donner de l'idée à la concurrence, des photos, des vidéos, parce que état des lieux photo, ça veut rien dire, tu vois? Moi, je voulais intégrer des vidéos aux états des lieux et pouvoir les signer, électroniquement et que c'est dispo et pour le locataire et pour toi. Donc avoir des accès et pour le locataire et pour toi et potentiellement une tierce personne. Et en fait, tout ça, ça demande beaucoup d'argent à créer, en autorisation, juridiquement aussi. Et du coup, sur ce projet-là, j'ai déjà accompagné en fait, avant ce projet-là, moi j'avais déjà des formations qui étaient disponibles où j'ai accompagné des élèves, surtout des femmes et j'ai une audience très féminine et j'adore, quand je reçois des messages: «Merci Camille, j'ai acheté, c'est grâce à toi si j'ai acheté», ou «Tu m'as donné, les clés pour acheter» ou «Tu m'as donné la motivation», ne serait-ce que ça, bah, c'est hyper, beaucoup de gratitude pour ça, tu vois? Et du coup, j'étais aussi sur l'idée de faire quelque chose de plus large qui peut parler à toutes les femmes en France pour investir et qui osent pas se lancer et je m'étais dit: «Je peux pas faire les 2 projets en même temps, c'est l'un ou l'autre» et je me suis dit: «Le premier est très, bah, sur mon écran, c'est moi et mon écran pour développer un truc énorme plus tard qui va peser plusieurs millions d'euros, mais en fait, j'ai pas envie de ça. J'ai envie d'accompagner, les personnes, j'ai envie d'accompagner les femmes à réussir et j'ai envie d'accompagner, les femmes à avoir une certaine, indépendance et les accompagner là-dedans, tu vois? Et je trouve que c'est 10 fois plus puissant que de créer mon SaaS. Le SaaS est plus puissant financièrement, mais humainement parlant, moi, je suis très, je crois que ça se voit, je suis quelqu'un d'assez humaine. Ça me parlait plus d'accompagner, des femmes à investir que de créer un SaaS et une solution. Peut-être que je le ferai par la suite, hein. Parce que aussi, là, j'avais pas de trésorerie à proprement dit, tout reposait sur les épaules du business angel, donc peut-être que je le ferai par la suite. Mais là, tout de suite, ce qui me tient à cœur, c'est le cœur de l'action, là, ce qui se passe, acheter. Là, c'est la bonne période en plus, donc si je peux, débloquer, certains esprits et certaines situations, je le fais avec grand plaisir. C'est vrai que c'est rare sur le break qu'on mette de côté un sas. Ah ouais, pardon, Là, c'est le la somme de l'upgrade là que tu as. pardon, je savais pas, pardon. Non, je rigole. Oui, il y a d'autres choses qui sont cool, je vous jure. Non, je rigole, mais effectivement le sas, c'est vraiment un truc, Puis c'est du long terme. c'est du long terme, tu réussis potentiellement à décorréler aussi vraiment ton temps, de l'argent, en tout cas pour le générer. C'est vrai que quand tu es assez même technique ou même, je dirais plus produit, ben, tu regardes les retours utilisateurs, ce qu'il fait développer, ce qu'il faut pas développer et ça reste très digital puisque c'est un logiciel. Mais effectivement, je mets des guillemets, c'est un peu le saint graal de beaucoup de devs, de développeurs ou de personnes dans la tech et cetera. Mais c'est très cool aussi que tu fasses, ce que tu fais en termes d'accompagnement et cetera. Désolée pour le sauce, pardon. Non, non, on te pardonne. Le budget est fait clément à ce niveau-là. OK, ça va, merci. Hem, L'interview n'est pas finie. Ouf, je l'ai échappé belle. Les sas, c'est cool, hein. Faites des sas. et non mais et donc du coup, donc effectivement, on le voit, hein, tu as beaucoup d'énergie, tu fais beaucoup de choses. Je sais pas, je mets des guillemets sur ce mot, tu t'obliges là comme multipotentiel? Alors oui, j'ai découvert ce mot il y a pas longtemps. Ouais. Évidemment, moi, j'aime pas me catégoriser parce que je trouve que dans tout ce catégorie, c'est se trouver des excuses pour ce qu'on fait bien ou ce qu'on fait mal. Mmh. J'aurais plein d'étiquettes à me mettre dessus, mais oui, parce qu'au final, par exemple, c'est quelque chose, je me suis promis que dès que j'ai un petit peu plus de temps, que tout est mis en place parce que là, je fais vraiment plein de choses. J'ai mon séminaire en avril aussi qui vient, qui va être un événement super et qui prend beaucoup d'énergie, et de stress, je ne veux pas te mentir et donc quand tout ça sera passé et que le programme, au jour, je pense, où l'interview sortira, Liberté immobilière sera sorti aussi parce que là, on est vraiment en plein lancement de Liberté immobilière, le programme. Je pense que dès que j'aurai plus de temps, par exemple, je fais de la musique à côté et moi, c'est une petite bulle que j'ai aussi et c'est, du piano, de la guitare et j'aimerais bien retourner à cette bulle et enfin, de la musique ou de la danse ou des choses. Enfin, je fais plein de trucs, en fait et j'ai pas envie de me dire, parce que je suis hyper compétente en immobilier, je peux pas être compétente ailleurs ou je peux pas m'éclater ailleurs et je sais que j'ai une fibre artistique que je peux pas mettre de côté. De base, je suis, artiste, on va dire. De base, c'est mon domaine, tu vois? Donc je traîne tout le temps sur des tournages, même si je j'y suis pas actuellement. Je trouve encore le moyen d'être sur un podcast. Mmh. Mais non, non, oui, multipotentiel, oui, parce que, je pense que je peux faire plein de choses différentes et arriver, dans les domaines où je suis. Mais en fait, quand je fais quelque chose, je suis tellement, hem, il y a le mot qui me vient en anglais, dedicated to, tu vois? Mmh. Le Même tu ouais, en ouais, vrai, c'est ça, tu dédies beaucoup que d'énergie à ça, quoi. quand je fais quelque chose, en général, j'y arrive. Ça, c'est, le truc est cool. OK, OK et donc du coup, tu as beaucoup d'énergie, tu fais beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a un moment, donc entre, je dirais la Camille de 25 ans et maintenant, ce que tu as fait, tu as eu un gros parcours, tu vois? Une grosse accélération à ce moment-là. Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit alors je t'explique le concept.
Vas-y. Il y a un peu ce concept, Attends, je veux juste nuancer quand je dis: «Je fais quelque chose, j'y arrive», c'est que je me donne les moyens d'y arriver. C'est pas de la, je sais pas comment on pourrait dire, la vanité ou autre, tu oui, vois? Pas du tout, c'est juste que je fais quelque chose, je me donne à fond et j'aime vraiment parvenir à mes moyens. ouais, bien sûr. C'était pas, dans l'esprit, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre sur beaucoup de domaines. Ouais, non, t'inquiète. Je préfère nuancer, on sait jamais, parce que, le monde d'internet n'est pas toujours très gentil. Même si tu nuances, hein, tu sais, c'est internet. Mais je suis une fille gentille moi, d'accord? Et en fait, si tu veux, il y a un peu un truc, Dis-moi. dont on parle beaucoup sur Self-Help et même, avec d'autres personnes, c'est, le tunnel. Le tunnel, qu'est-ce que ça signifie? Je sais pas. C'est une image. En gros, c'est quand tu es à fond dans un projet, surtout quand tu commences, tu es vraiment, à 1000 dans le projet. C'est-à-dire que tu te lèves, tu penses à ton projet, tu manges le midi, tu penses à ton projet, tu vas dormir, Pardon. tu es sous la douche, tu penses à ça et cetera Pardon. et il y a un moment Ta où fille part immobilier, elle a 2 ans, elle part déjà à la terme immobilier, ouais, d'accord. non mais je vais c'est vrai parce qu'en fait, tu es tellement focus sur ce projet-là qu'il y a un peu, bah, tu y mets vraiment toute ton énergie, un peu toute ton âme, si je puis te dire et des fois dans le tunnel, ce qui se passe, c'est que tu mets tellement d'énergie que des fois tu t'oublies toi-même. C'est-à-dire que tu oublies de te reposer, tu oublies de prendre du temps et cetera et Complètement. comme des fois c'est un marathon, bah, tu vas très, très vite, mais c'est à un moment difficile de tenir sur le long terme ce type de rythme. Oui. Est-ce que, entre Camille et Camille, Mmh. la nouvelle, est-ce qu'il y a un moment dans ton tunnel, tu as ressenti ce que j'évoque? Et comment tu as Je suis dedans. là, Je vais sur pas te mentir, en fait, je suis dans le tunnel. Je suis dans le tunnel, alors beaucoup moins depuis, on est en 2024, depuis septembre 2023. Je OK. t'explique pourquoi. J'ai acheté un immeuble, j'ai même pas mis en location le premier immeuble, que j'ai acheté le deuxième, que j'ai même pas mis en location le deuxième, que j'ai acheté le troisième. J'ai acheté 4 immeubles en 2 ans. OK. 2 ans et 3 mois, je crois. Et encore, ça a pris du temps sur, certains financements, parce qu'on était en fin d'année. Mais je veux dire, si tout s'était passé, je serais encore plus restreinte. Et le truc, c'est que quand tu la période la plus compliquée quand tu achètes de l'immobilier locatif, c'est la mise en location, c'est de meubler, de décorer, suivant quelle stratégie tu utilises. Parce que si tu fais du nu, évidemment, c'est beaucoup plus facile que si tu fais du meublé, qui est beaucoup plus facile que si tu fais de la courte durée. C'est pas les mêmes, types d'équipements. Et en fait, pendant 4 ans non-stop, de 2019, j'ai acheté décembre 2019 mon premier bien, jusqu'à j'ai fini d'acheter, j'étais enceinte jusqu'au cou en mars 2022. J'ai signé mon troisième bien 2 semaines avant d'accoucher. J'ai signé mon quatrième bien 2 semaines après avoir accouché. Et j'avais un pourquoi tellement fort avec ma fille, donc j'étais enceinte et j'avais dit, en 2018, le jour où je suis rentrée en pleurant de cette fameuse soirée-là, au restaurant, je suis rentrée en pleurant et ce jour-là, je dis à mon mari: «Je vais acheter des immeubles». Au début, il me dit: «Mais si, Marie, ouais». J'ai dit: «Dans 3 ans, je veux plus travailler». J'ai jamais travaillé, en CDI, mais je me suis quand même acharnée sur plein de petits jobs, et je m'étais dit: «En fait, si on veut un enfant, je veux pas que demain, je cuisine 9 mois un enfant là-dedans et genre l'enfant sort et je le donne à quelqu'un». Qui mais impensable. Et je m'étais dit: «Donc imagine, je suis enceinte, j'ai un enfant, là, il faut que je retourne travailler, que je trouve un CDI ou que je retourne dans un CDI». Et j'étais dans une boîte dans les assurances qui me retournait le cerveau. C'était vraiment, une boîte, on va pas en parler, bref. C'est pas une bonne boîte. Heureusement, j'avais une manager au top, mais c'était pas une bonne boîte. Et donc j'avais encore plus le pourquoi de partir rapidement et je me suis dit: «Imagine, je tombe enceinte, mais je peux pas». Et je suis tombée enceinte plus rapidement que prévu et je me suis dit: «Mais j'ai pas encore le cash qu'il me faut», parce que quand tu as des immeubles, tu as tes loyers et quand tu déduis les taxes foncières, le crédit et tout, après il te reste vraiment le cash. Et moi, je m'étais dit: «En cash, je veux qu'il me reste 4 000 €, entre 3 500 et 4 000 € minimum avant de quitter mon travail». Et j'étais enceinte et je me suis dit: «Attends, dans 9 mois, j'accouche, ça veut dire que j'y retourne, en fait. Si j'achète pas là, j'y retourne. Donc je suis dans la merde». Donc le tunnel, c'est j'étais salariée, je faisais plus que 35 heures par semaine, je suis passée cadre assez rapidement, donc j'étais responsable en plus de plusieurs équipes en Île-de-France et plusieurs magasins. J'ai fait des ouvertures en Belgique, j'ai fait des ouvertures France, enfin, j'ai fait vraiment beaucoup de choses. Donc j'étais dans un travail où tu vis le travail et on essaie de t'inculquer. C'était, je ne veux pas dire une, on va me tuer si on regarde cette vidéo, mais une secte, mais c'est un travail où tu les rébessectes, pas, enfin, rébessectes. Vous couperez ça au montage, s'il vous plaît. Parce que c'est une boîte, c'est une horreur cette boîte. Vous coupez ça en montage, les gars, vous coupez ça en montage, d'accord? C'est une boîte où tu dois te réveiller en pensant à la boîte, aller au travail en pensant à la boîte et te coucher en pensant à la boîte. Et je rêvais de mes discours commerciaux la nuit. Enfin, pour te dire tellement, j'ai fait un burn-out, c'était horrible. Je me suis dit, je peux pas rester dans cette boîte. J'ai fait un burn-out en 2019, fin 2019 ou fin 2020, je sais plus. Il y a des témoins, hein. J'ai laissé les clés sur mon scooter, quelqu'un s'est barré avec le scooter, évidemment. On est passé devant la maison, je dis: «Mais», et on me dit: «Mais pourquoi tu te gares pas là?» Je dis: «Bah, on va à la maison». Mais en fait, la maison, elle est là, tu vois? On était sur un burn-out où mon cerveau, il était retourné. Je répétais toujours les mêmes choses parce que quand tu es commercial, tu
C'est toujours le même discours. À la maison, tu me parlais, mais ça rentrait pas là, ça sortait là. 3 ans après, je te reposais la même question. Je me suis dit: «Là, il y a un problème» et j'ai testé une seule fois le salariat, plus jamais de ma vie le salariat et je me suis dit: «Il faut» donc j'étais en plus, c'est même pas un tunnel, je sais pas comment vous l'appelez vous, du coup, le tunnel, mais moi, c'était un très, très, très gros tunnel, tu vois? Où tu es dedans et c'était stuck inside parce que j'étais dans le tunnel, j'étais salariée, à côté, je faisais mes allers-retours, j'allais visiter, je mettais en place les locataires, je faisais les changements locataires, je faisais l'ameublement, je faisais tout et en fait, jusqu'à que j'achète le 4e immeuble, donc j'ai tout acheté en janvier 2022 et en mars-avril 2022 parce que je venais d'accoucher. Elle avait 2 semaines quand je suis descendue dans le sud avec elle, elle a signé avec moi, la petite. Elle avait 2 semaines, elle a signé un acte authentique. Bah là, mars 2022, c'était pas réglé parce qu'il faut meubler et mettre en ligne et trouver les locataires et j'ai mixé toutes les stratégies qui demandaient beaucoup de taf et en septembre, ça a pris un peu de temps parce qu'après j'ai redécoré donc en fait, depuis réellement on est en quoi là? On est en mars, depuis septembre de l'année dernière, septembre 2023, tout est loué, tout tourne, le cash tombe, enfin, parce que tu as un peu de cash avec le premier, après tu as un peu de cash avec le deuxième, mais en fait, tu es en train de bosser sur le troisième et quatrième. Et là, quand tu vois que le puzzle se complète, tu vois, et que les 4 immeubles sont en place, les locataires tournent, il y a le cash qui tombe, tu plus de problème. Quand je dis problème, c'est que tu pas en train de courir pour meubler, en train de courir pour la déco, en train de courir pour peu importe. Et là, qu'il y a tout qui tombe, là, tu sors un peu du tunnel. Et j'ai eu pas mal d'élèves à accompagner et ce projet aussi et tout, qui fait que je suis encore un peu dedans parce que j'ai le séminaire et tout. Mais là, depuis septembre, on va dire que je suis sortie du tunnel. En plus, tu viens d'accoucher, tu as un bébé en bas âge. Ma fille, elle m'a accompagnée signer des baux, tu vois? Elle a régurgité sur le bon d'un locataire, le bail d'un locataire. Mmh. Le locataire est trop mignon, elle fait: «Oh excusez-moi», elle avait 2 mois. Elle a régurgité du lait sur le bail d'un locataire, j'étais trop gênée et le locataire était trop mignon, il était chercher du papier et tout, enfin bref. Là, elle m'a accompagnée sur tout, tu vois? Donc et là, tu sors du tunnel. Donc depuis, septembre, on va dire que je respire et comme, moi, je suis quelqu'un qui aime bien faire des choses et pas respirer, j'ai lancé un autre projet, tu vois? Je me suis dit: «Allez ça, allez accompagnement!» mais donc là, ouais, là, je commence à sortir du tunnel et là, une fois que Liberté Immobilière, on est sur le lancement, bah, là, cette semaine, mais là, le jour où vous verrez ça, ça sera sorti. Là, on va respirer, vraiment. Mais je sais que je vais enclencher d'autres projets parce que je sais que je suis incapable de respirer. Je suis pas une fille, j'aime bien être dans le tunnel. Peut-être. Il y en a qui arrivent pas à vivre dans le tunnel, moi je suis dans l'action tout le temps. Ah, mais c'est Rien faire, ça m'énerve. très bien et je pense qu'il faut faire ce qu'on aime et par rapport à notre personnalité aussi. Liberté immobilière, qu'est-ce que vous faites dans Liberté immobilière? Alors Liberté Immobilière, j'ai été accompagnée dessus parce qu'il faut avoir des sacrées épaules pour se dire, je veux être, l'une des premières formations en France disponibles pour les femmes, pour les accompagner dans l'immobilier. Et j'ai déjà eu moi l'occasion, avant de créer Liberté Immobilière, j'avais, 2-3 formations, j'ai déjà fait des accompagnements qui étaient disponibles. J'ai accompagné, 200 élèves, dont presque 180 femmes, c'était quasiment que des femmes. Et donc je me suis dit: «Il y a un besoin, je suis une femme, je montre que c'est possible, je suis maman aussi, je pense que ça pèse», tu vois? Comment tu l'expliques que ce soit 400 qui ah oui, 95 Sur les de femmes? élèves, bah, c'est normal parce que, on va dire que sur mon compte, Instagram, tu as moitié homme, moitié femme et en général, quand tu es une femme, c'est très facile d'être suivie par des hommes, donc moi, je suis très contente que j'ai beaucoup de femmes qui me suivent et je pense que tu peux montrer aussi quand j'ai commencé, j'avais 25 ans, entre-temps, j'ai eu un enfant. Comme je te disais, tu montres qu'avec ton bébé, tu vas signer des baux, tu vas sélectionner des locataires. Forcément, je pense que ça parle à tout le monde parce que, on est beaucoup, et là, je parle vraiment au féminin, dans une situation où on a envie d'avoir, s'il se passe quelque chose, du cash de côté, en fait. Demain, tu as un problème au travail, demain, tu as des enfants, demain, tu as envie de profiter de tes enfants, tu as envie de pouvoir être libre et de passer du temps avec tes enfants, tu vois? Tu pas envie que je vois des femmes à tro je crois que c'est 3 mois, on m'avait demandé à 2 mois et demi de reprendre le travail. Je dis: «Mais vous êtes malade! Le bébé, il parle pas, il bouge pas, il même pas 4 pattes, il faut que je le laisse quelque part, mais ça va pas? Tu donnes encore les seins. Comment tu vas laisser ton enfant?» Donc je pense que ça parle à tout le monde et de voir que tu es jeune et que tu peux acheter, de l'immobilier et rapidement et correctement et qu'aujourd'hui ça tourne. Moi, plusieurs fois, j'ai partagé, des captures écran de mon compte bancaire, je dois être la seule à faire ça sur mon compte. Je montre: «Voilà, vous avez 500 de crédit, vous avez 2 000 de loyer». Le dernier, je l'ai tellement optimisé, j'ai 800 de crédit, j'ai 3 500 de loyer. Mmh. La balance, elle est vite faite, tu vois? Et ça, je pense que comme moi, je raconte toute ma vie entière sur, les réseaux, pas personnels, mais que professionnels et donc je suis très transparente aussi, bah, je pense que du coup, on a envie aussi de me faire confiance et de me suivre là-dessus, tu vois? Et de se dire: «Bah, si elle le fait, je peux le faire» et du coup, ça peut même faire naître des idées chez certaines personnes qui avaient pas pensé. C'est pas toujours,
je veux pas lancer de débat parce que autant les hommes que les femmes peuvent investir, mais parfois, c'est vrai qu'on voit beaucoup dans les séminaires, les événements immobiliers, c'est 80% d'hommes. Et de dire, il y a une femme qui le fait, et en fait, elle est suivie par plein de femmes. Et quand moi, je fais des événements, il y a beaucoup de femmes qui s'identifient à d'autres femmes. Enfin, c'est une réunion, un truc de femmes investisseuses. Tu te dis, mais c'est waouh, j'ai une communauté, c'est génial, tu vois. Donc, liberté immobilière, on voulait vraiment donner un sens à avoir accès à une communauté et surtout pouvoir avoir un accompagnement, pas juste une formation. C'est vraiment un accompagnement. Alors évidemment, tu as de la formation en vidéo. On se voit avec moi toutes les semaines en visio aussi pour avoir les questions-réponses, mais tu as des références sur WhatsApp tous les jours. Enfin, c'est profond, une liberté immobilière, on te tient la main parce que les process, moi, j'avais été formée en immobilier, mais j'ai pas eu tous les process. De la gestion à distance, par exemple, de tout ça, et tout ça, on le délivre dedans, tu vois. L'idée, c'est si on peut rendre des femmes libres financièrement, go, en fait. D'où le mot liberté immobilière, d'ailleurs. Et les hommes aussi peuvent venir, hein. Mais je sais que voilà, j'ai déjà eu beaucoup de femmes et qu'il y en aura aussi dedans, donc voilà. Si je peux partager, et tu sais, les femmes, elles se tirent beaucoup, entre elles dans les pattes, Ah ouais? dans le domaine professionnel. Donc moi, j'ai pu le voir, en tant que salariée. Dans là où je travaillais avant aussi, que ça soit les petits boulots que j'ai fait, quand on te connaît pas entre filles, tu te snobs. Mais pourquoi, en fait? Pourquoi on n'est pas fraternels entre nous plutôt que de se tirer dans les pattes? Et c'est quelque chose que j'ai pas vu avec l'investissement immobilier parce que, je pense que du fait que je partage beaucoup et que j'apporte aussi, enfin j'essaie d'apporter en tout cas, on est vraiment liés entre nous. J'ai beaucoup d'élèves, je vais pas dire que c'est des amis, mais c'est des personnes à qui je tiens parce que je connais toute leur vie, je sais de où elles viennent et où elles sont arrivées et où elles veulent aller, tu vois? Et on se tire pas dans les pattes et justement on est soudés. Et dans le domaine de l'acting, mais alors là, me laisse tomber. Tu te regardes comme ça, tu arrives à un casting, les autres, elles te regardent comme ça. Est-ce que ça va être elle? Ouais, elle est plus fine, elle est plus grosse, elle est plus grande, elle est plus petite, merde, elle correspond plus au rôle. Mais c'est horrible, dans le domaine de l'acting, tu es une femme, tu arrives à un casting, tu essaies de faire ha ha ha, mais c'est comme à Hollywood, tu vois? Je sais pas si tu as déjà été à Miami. Miami, c'est super joli, mais tout le monde est ha ha ha, mais c'est pas tes potes en fait. C'est l'esprit là-bas, tu vois? Mais le l'acting, c'est pareil. Donc je trouve que se souder les coudes, et moi je trouve que se souder les coudes entre femmes, j'adore. Je suis fan. Liberté immobilière. Voilà. OK. C'est quoi le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui parce que je pense que tu en as beaucoup, que tu en rencontres beaucoup. Ouais. Je vois que tu as une communauté qui est assez bienveillante, si je puis dire. J'ai trop de chance, trop, trop de bienveillance. Beaucoup d'engagement et trop, trop de bienveillance dans ma communauté. Genre, il m'est même déjà arrivé de dire, «J'ai besoin de ça, est-ce que vous connaissez quelqu'un sur tel secteur?» Je suis à Paris, la communauté, elle est en France entière, un petit peu, sur les îles et cetera, mais très en France, du coup. Mais quelqu'un me donne les numéros, ou je viens de dépanner, ou tu as besoin, un jour, on devait aménager des meubles, au final, après, j'étais toute seule, je sais pas, il y a quelqu'un qui m'a dit: «Mais viens, je viens t'aider», tu reçois des messages: «Mais tu es où? Je viens t'aider», ou un jour, je disais: «Ouais, j'ai raté mon train, mais il faut que j'aille faire visiter des locataires», il y a quelqu'un qui m'a dit: «Je suis à côté, viens, je t'emmène». Je dis: «Je me vous êtes des...» Mais j'ai une communauté hyper bienveillante et ça, franchement, je les remercie du fond du cœur. J'ai trop une communauté bienveillante. C'est dû à quoi selon toi? Je pense que je suis bienveillante aussi, tu vois? Mmh. Donc quand tu es bienveillant, on te le rend bien. J'essaie de partager un maximum. En fait, ce que je te disais un petit peu au début du podcast, quand je me suis lancée, j'avais pas d'exemple autour de moi, de personnes qui ont fait l'immobilier avec des parcours inspirants, et j'étais sur un compte de comédienne où c'est pas, là que tu vas trouver, des personnes en investissement immobilier, tu vois? Et du coup, je me suis dit: «Je crée Investisseuse Éclair». Le jour où j'ai fait mes premières visites, j'ai créé Investisseuse Éclair. En fait, les gens ont tellement été bienveillants avec moi, alors que mon compte, tu sais, souvent on donne de la valorisation avec les comptes, avec les abonnés, que ça. Moi, je trouve que ça sert à rien. Les plus grands dans l'immobilier, ils ont pas de compte Instagram, ils en ont pas besoin et ils font des millions d'euros. Et je trouve que j'ai trouvé des personnes qui m'ont répondu à ce moment-là. Moi qui n'étais, je veux dire, qui commençait, qui avait 0 connaissance, on m'a répondu, et je trouve, c'est pour ça que c'était important pour moi, tu vois, de pouvoir répondre aux personnes qui me posent aujourd'hui des questions parce qu'on m'a répondu quand j'ai commencé, et c'est ça qui m'a aidée, tu vois? Donc voilà. Donc tu me disais que de donner un conseil? Mmh. Pour ceux qui veulent se lancer, alors voilà, s'il y a ceux qui veulent se lancer dans l'immobilier ou bien qui, tu vois, ils sont aussi sur la partie un peu croyance limitante, en se disant: «Est-ce que c'est le bon moment? Il y a beaucoup à dire, hein. Quand est-ce que ce sera le bon moment?» Alors le bon moment, c'est maintenant. Ça sera jamais demain parce que demain, c'est pas aujourd'hui. Donc si tu le fais pas aujourd'hui, et bah, demain et après-demain et après-demain et après-après-demain, tu auras toujours pas investi, et donc tu regrettes et tu dis: «Ah, j'aurais dû le faire il y a 5 ans». Sauf que 5 ans se transforment en 10 ans, en 15 ans, et c'est trop tard. Là, pour te dire, récemment, il y a des gens qui hésitaient encore à investir quand là, c'était un petit peu tendu au niveau des taux. Mais on n'a pas une boule de cristal. On ne sait pas si les taux vont monter, vont baisser. Et de toute façon, tes taux, parfois, ils sont modulables. Et si tu as un prêt modulable, le taux, tu peux le changer et le renégocier en cours de prêt. Donc, il y a des choses que tu peux faire. Donc, faut pas avoir peur.
Parce que si tu le fais pas là, tu vas reculer et reculer et par contre, le jour où tu pourras vraiment plus investir pour X ou Y raison, il y a des lois qui vont sortir, tu vas regretter. Ce que je peux dire aux personnes qui veulent investir en immobilier, cleanez vos comptes. Tu veux investir en immobilier, première chose à faire, première chose que j'ai faite, j'ai pris mon compte sur les 3 derniers mois ou même 6 derniers mois, j'ai regardé toutes les dépenses une par une. OK, là, j'ai fait un resto. OK, là, je sortais beaucoup pour prendre des verres. OK, après, je suis pas quelqu'un d'hyper dépensière dans la vie, qui part en voyage tous les 3 secondes, qui sort tout soir, tu vois? Parce que j'étais déjà cadrée, et puis j'avais pas le temps en tant que salariée. Mais OK, là, j'ai Netflix et pourtant j'ai Prime Video et en plus et après j'ai Disney+ et cetera. Bon, j'avais pas Disney+, mais c'est un exemple, tu peux accumuler des abonnements. La salle de sport, j'y vais pas. Là, j'y vais 2 fois dans le mois. Est-ce que j'ai besoin d'un abonnement? Non, j'y vais pas. Là, je suis en mode je veux investir. Si tu es en mode tu veux investir, tu cleans tes comptes. Première chose à faire. Tu cleans tes comptes et tu mets de l'épargne de côté. Comme tu disais tout à l'heure, le banquier, c'est un partenaire. Le banquier, il faut le voir comme un partenaire, il faut débarquer avec chez lui, pas forcément avec de l'apport, mais avec de l'épargne. C'est 2 choses bien importantes. On peut se demander de l'apport, tu es pas obligé de mettre de l'apport. Par contre, de l'épargne, si tu en as pas, ça va être compliqué d'investir, tu vois? Donc on me dit en général, il faut 10-20 du projet en épargne, juste pour montrer que tu as les reins solides. Demain, tu vas acheter un immeuble à 200 000, tu as 2 000 € de côté, ça va pas le faire. Donc, il faut cleaner tes comptes, il faut mettre un maximum d'épargne avant de te présenter devant une banque. 10 000, 20 000, 25 000, 30 000. Essaie d'avoir le plus que tu peux d'épargne, même si tu as des assurances vie, même si tu as une épargne salariale qui est bloquée, présente tout ça, tu vois. Donc déjà, voilà, quand tu vas investir, c'est au niveau des comptes, il faut être clean parce que c'est ça sur laquelle en fait tu as des scorings bancaires, ça s'appelle, et c'est sur lequel tu vas être jugé. Le banquier va te prêter ou non, suivant ton scoring bancaire. Si tu as des comptes à découvert tous les mois, même si tu as découvert 20, 30 euros, c'est-à-dire que tu sais pas gérer ton argent en fait. Plus qu'on voit que tu sors tout le temps, que tu as certains types de dépenses, que tu as des amendes tout le temps ou que tu as les, comment ça s'appelle, les saisies là, administratives à tiers détenteur, ça, c'est des gros, gros points rouges. Donc, le scoring bancaire, il doit être bon si on peut vouloir te prêter. Donc, il faut cleaner tes comptes, mettre un maximum d'épargne. Et si tu veux te lancer, bah, surtout forme-toi parce qu'il y a beaucoup de choses à connaître en immobilier. Et il n'y a pas tout le monde qui est bienveillant en immobilier aussi. Tu as des agents immobiliers, ils peuvent te dire moi, il m'est arrivé un truc de fou. Sur les premières visites que j'ai fait, j'ai une agente qui a décelé que je commençais. Elle a rédigé une offre à ma place. Et elle m'a dit: «Tu signes?» Et je dis: «Mais je veux pas signer». Elle m'a dit: «Bah si, ça t'engage pas». Je dis: «Mais tu es une malade toi?» Et en fait, elle m'a fait le coup de je venais visiter un immeuble, elle m'a montré un truc pourri, mais vraiment pourri, qui était pas du tout ce que je voulais visiter. Et après, elle a montré l'immeuble pour l'effet waouh! Ça, c'est des techniques d'agents un peu, véreux. Et du coup, quand tu rentres, alors de base, c'est pas waouh, mais du coup, vu que tu as vu un truc vraiment délabré et que tu venais pas pour ça, tu fais: «Ah ouais, c'est waouh!» Puis elle a monté sur les loyers, elle a monté sur, le prix, sur combien de temps c'était en vente, elle a monté sur les questions principales de négociation. Et après, elle a écrit à la main l'offre, à mon nom, à la main, pour me la faire signer. Mais vous êtes malade! C'est pour ça que c'est important de se former, tu vois? Pour pas faire de bêtises. Pour connaître les process aussi, là, tu vas gagner du temps. Donc si tu veux commencer en immobilier, le bon moment, c'est maintenant. Clean tes comptes, forme-toi et lance-toi. Mais faut pas se poser 36 000 fois la question, hein. De toute façon, je pense que le bien parfait n'existe pas. Si tu mets des process en place, que tu suis ce que tu as appris et cetera, ça va bien se passer. Il va forcément t'arriver un truc un jour ou l'autre petit que tu vas savoir gérer parce que tu auras les connaissances et que tu auras des personnes derrière pour t'épauler. Mais faut pas se dire, «Ouais, mais là, là-dessus, il y a ça. Ouais, mais là, en termes de rentage, je voulais un peu plus ça. Ouais, mais là, en termes d'emplacement». En fait, le bien parfait n'existe pas et si tu passes pas à l'action, tu passeras jamais à l'action, en fait. Donc heu, donc ouais, non, faut les croyances limitantes, faut les, Ok. Tu as l'air aussi, donc du coup, tu disais qu'aujourd'hui, tu étais très focus sur l'investissement locatif. ouais, Est-ce que tu as pensé à d'autres stratégies comme marchand de biens, immobilier commercial? bien sûr. Tu en penses quoi à ce niveau-là? Bah, j'ai un local, donc je fais déjà de l'immobilier commercial aussi. J'ai un local commercial, qui est, d'ailleurs qui offre beaucoup d'avantages. Mais en fait, je pense que quand tu as une stratégie, il faut suivre la stratégie et la développer au max et après on verra si tu peux aller ailleurs. Et j'ai eu l'idée de faire du marchand de biens il y a 2 ans, j'ai eu l'idée de faire des locaux commerciaux il y a 1 an. J'ai envie de m'éparpiller, mais en fait, il faut pas s'éparpiller. Quand tu es focus, ça fonctionne, quand tu es pas focus, ça fonctionne pas. Et en termes de fiscalité aussi, là, je suis en nom propre, donc je suis passée du LMNP évidemment au LMP, loueur meublé professionnel. Et tu as certaines stratégies à mettre en place et tu peux pas commencer. Je vais développer des boîtes évidemment, j'ai déjà une SCI, j'ai une SASU et cetera avec une holding, mais je pense qu'il faut développer à fond la première branche avant d'aller sur d'autres. Et moi, comme je sais que je me connais, que je peux m'éparpiller rapidement, je veux focus toute mon énergie. Donc là, j'ai d'autres projets qui vont arriver en locatif encore. Je veux racheter l'immobilier locatif. Et puis après, plus tard, pourquoi pas, du marchand de biens quand j'aurai, plus de temps, plus, puis marchand de biens, il faut poser, des billets sur la table aussi en termes de trésor, tu es à minimum 30 qu'il faut apporter aussi. Et c'est quelque chose que tu recommences tout le temps en marchand de biens, alors que l'immobilier locatif, tu le sais en place, tu le recommences pas, c'est en place, tu vois? C'est vraiment des stratégies différentes. Donc oui, j'ai envie de faire d'autres stratégies,
mais je me réserve pour plus tard. Là, j'ai vraiment envie de faire de l'immobilier locatif à fond, de l'exploiter à fond et d'aller sur d'autres stratégies plus tard. Ok, Puis il y a déjà tellement à faire en locatif. super. Imagine que je te laisse tes connaissances actuelles, Mmh. mais on repart en 2019. Ouais. Je t'enlève ton réseau, je t'enlève tout ce que tu as fait. Je te dis de refaire ce que tu as fait. Mais Ouais. qu'est-ce que tu ferais différemment maintenant que tu sais tout ce que tu sais? Rien. Tu referais la même chose? Non. En fait, j'ai tellement appris avec tout ce que j'ai fait et le fait d'acheter beaucoup en peu de temps et d'avoir le challenge personnel à côté, doublement en fait, que ça soit, de par le travail, de par un enfant. Donc tu es obligé d'être un peu dans l'urgence et dans l'efficacité et par exemple, il y a des gens qui sont pas pressés, qui vont pas être dans l'urgence et dans l'efficacité, donc qui vont prendre beaucoup plus de temps pour apprendre et le fait d'avoir eu très peu de temps et d'être dans ce fameux tunnel comme tu dis, j'ai tellement appris que jamais de la vie, je recommence autrement. Je refais exactement la même chose et si j'ai pu faire quelques erreurs au début parce que j'avais pas les bons process, ça m'a appris les process. Donc évidemment que je vais refaire pour apprendre les process, sinon à l'heure d'aujourd'hui, j'aurais toujours pas de process, tu vois? Si j'avais pas choisi d'investir à 900 bornes de chez moi, j'aurais toujours pas de process et j'irais tous les 3 jours sur mes appartements. Donc non, non, je refais exactement la même chose. Tout pareil, OK, tout parfait. pareil. OK et imaginons que j'ai allez, une petite disquette. OK, Cette petite disquette, j'ai peur. Qu'est-ce qui va se passer? elle contient une compétence. Ouais. Je te la passe et tu peux apprendre une compétence en instantané. Ça peut être une soft skills, ça peut être vraiment une hard skill. Je sais pas, imaginons que tu deviens une as de la plomberie, de l'énergie, peu importe. On n'y est pas encore. On n'y sera pas un jour, je crois, ouais. OK. Quelle compétence tu choisirais si tu pouvais apprendre une compétence en instantané? J'en choisirais pas. J'en choisirais pas parce qu'avoir des compétences, ça veut dire que tu délègues moins, ça veut dire que tu perds plus de temps. Et aujourd'hui, moi, je délègue, j'ai eu beaucoup de mal et j'ai appris à déléguer, je délègue au max, donc je gagne un maximum de temps. Donc si j'avais les compétences, je serais tentée de, si je fais de l'élec, aller réparer mes trucs en élec au lieu de déléguer, tu vois? C'est plutôt une soft skill. Si je devais choisir, c'est plus une qualité, une compétence, une qualité, c'est de persévérer parce que c'est comme ça que tu y arrives et puis tu vas forcément rencontrer des obstacles sur ton chemin et si dès qu'une banque te dit non, tu vas peut-être en voir 2, 3 et la troisième va te dire oui, ce que peu, mais si on te dit non et tu t'arrêtes, tu auras fait tout ça pour rien. Mais après la banque, en fait, tu as les locataires et après le casting de locataire, tu dois choisir ton locataire, mais tu as fait une première visite, tu le sentais pas, tu as peur, tu fais plus en location. En fait, il se passe toujours rien. Donc c'est la persévérance, persévérer. Ouais, ouais, c'est ça. OK, Mmh. super. Écoute Camille, Ouais. j'ai envie de t'offrir ça. Qu'est-ce que c'est? Je te laisse ouvrir, regarder et ensuite on va discuter. Mais j'ai peur là, il se passe des trucs ici! Qu'est-ce que c'est? Ouais. OK. Est-ce que c'est ma taille déjà? Je pense, je suis pas sûr, mais je pense. J'ai eu quelques Ça me rappelle le informations. basket. C'est vrai? La matière me rappelle le basket, C'est vrai? le maillot de basket. OK, C'est tout doux. super. Est-ce que tu acceptes ce t-shirt? Ouais, évidemment, j'ai ce petit t-shirt, merci beaucoup. OK, parfait. Le nom me parle, évidemment que j'ai fait alors il faut faire attention à ce que vous portez et ce qui est marqué dessus, mais là, le nom, tu es obligé de le porter. OK. En acceptant ce t-shirt, tu acceptes le défi de l'upgrade. Oh my god, oh my god, oh my god, on m'avait pas prévu là! Qu'est-ce qui se passe dans l'interview? On m'avait pas du tout prévu. Alors j'accepte ou pas le t-shirt, les gars? Je sais pas. Bon, vas-y, dis-moi, j'accepte les t-shirts, dis-moi. J'ai peur. Dis-moi. Je suis mort. OK, le défi de l'upgrade, ton défi. Hem, Aujourd'hui, opérationnellement, comment tu gères tes quittances? Je l'ai fait, mais en fait, j'ai déjà un modèle tout fait, donc j'ai juste à changer, la date. OK, Donc en gros, ça me prend, mais réellement 1 minute OK. Et après, c'est quoi tu et je le fais pas en plus parce que, tu as aucune obligation de fournir des quittances à ton locataire sauf s'il te les demande et j'ai un locataire sur 15 ou 16 qui me les demande, 1 fois tous les 3 mois. Donc réellement, j'ai pas de tu leur besoin envoies là-dessus. jamais du coup? Ils les demandent pas, donc tu as pas d'obligation si on te les demande pas et si on te les demande, tu les envoies et parfois, moi, souvent, je fais des quittances trimestrielles comme ça, je me casse pas la tête à en faire tous les mois et franchement, tu as un locataire dans le mois qui va te demander une quittance, donc ça me prend, 1 minute de mon temps par mois. Qu'est-ce qu'il va dire? OK, C'est pas le plus gros. OK. J'aurais aimé Dis-moi. que dans ton process immobilier, Oui. alors peu importe, hein, peu importe que ce soit parce que je sais que tu fais beaucoup de choses, donc le défi, je veux pas non plus te donner un truc trop, trop, trop difficile, mais j'aurais aimé que dans ton process immobilier, tu automatises une chose. Quand j'ai dit automatiser, c'est grâce à la technologie. OK? Donc ça peut être Je suis obligée d'accepter le t-shirt? C'est quoi déjà le t-shirt? On l'a pas vu, hein, il existe pas ce t-shirt. Je sais pas ce que c'est, il est pas là. J'ai un peu de t-shirt.
OK, dis-moi, automatiser une chose? Voilà, une chose. Donc ça peut être effectivement donc typiquement, tu vois, moi j'ai beaucoup automatisé, la création de documents, l'envoi automatique de documents, les Mmh. relances et cetera et cetera. Donc Mmh. je te laisserai choisir une chose dans ton process immobilier où potentiellement tu prends peut-être un peu de temps ou qui est un peu ça demande un peu de temps humain et cetera et que tu puisses l'automatiser à minima, je te demande pas à 100, à minima à 50. Après on va se revoir, je vais te montrer que j'automatise. 50. OK. Si tu réussis ce défi, Oui. c'est bizarre, ton énergie a changé là, tu es plus calme. Oui. Je t'écoute. Je suis dans l'écoute, c'est pour ça. Si tu réussis ce défi, ça débouchera sur une récompense. C'est quoi? Attends, j'ai pas fini ma phrase. Là, j'ai mis virgule. Virgule? C'est long? Et dans le cas contraire, sur une conséquence. Mais tu ne sauras pas aujourd'hui ni la récompense ni la conséquence. C'est quoi cette arnaque là? Comment on sort du podcast? Je suis pas d'accord du tout, j'ai pas signé pour ça moi. On m'a dit: «Oui, Capi, non, 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 ça marche pas là». Tu es pas obligé d'accepter. Mais non, mais c'est parce qu'en fait, j'ai tellement déjà tout automatisé. Alors c'est pas via une application parce que, sinon je l'aurais créé. C'était l'idée de ça, mais ça prend énormément de temps. J'ai déjà tout tellement automatisé que là, j'ai pas en tête quelque chose que je peux automatiser parce qu'en fait, j'ai déjà, des modèles de tout que je peux modifier. Avant, je rédigeais, parfois je rédigeais à la main les baux, à la main. Je remplissais à la main, maintenant je remplis informatiquement avant de me déplacer, j'envoie à distance, je fais signer à distance. Enfin, j'ai déjà quand même pas mal automatisé, donc j'ai pas d'idée de ce que je pourrais automatiser, réellement là, tu vois? Je pense que si on fait un audit, je suis quasi sûr de trouver quelque chose d'automatisé. Ah, c'est sûr, mais comme je suis pas professionnelle dessus, c'est sûr que tu vas trouver des trucs, mais On va faire un audit oh my god! et on décidera ensemble. OK. Ça te va? Oui, d'accord. Tu es sûr? Oui, d'accord, hein, c'est bon. On n'est pas obligé, hein. Non, non, mais je suis curieuse. Moi, je suis pour apprendre, donc je suis curieuse de ce que tu peux trouver. Donc si tu acceptes, on se serre la main solennellement. OK. J'ai Est-ce que tu as un dernier mot pour les auditeurs de Self-Upgrade? Ah, kiffez votre vie, faites ce que vous voulez faire dans votre vie, restez pas quelque part, vous aimez pas être sous prétexte que c'est la vie de tout le monde, en fait. Ça, tout le monde va vous le dire. Ouais, mais tout le monde le fait, pourquoi toi, tu serais différente? Tu peux être différente. Si tu veux investir, investis, en fait. Il y a beaucoup d'en fait dans ma phrase, mais c'est vrai. Tu veux partir, là, en fait ah! On va couper le en fait, ça m'énerve. Récemment, je suis partie, en Thaïlande, justement et la petite donc elle a 2 ans. C'était la première fois que je partais vraiment, loin et longtemps. On va dire que je suis restée, 10 jours là-bas et j'ai tourné le projet Liberté immobilière, d'ailleurs et je me suis dit: «Mais imagine, il se passe un truc». C'est un peu un test aussi. OK, je suis loin quelque part, parce que j'ai voyagé en plus de la Thaïlande pour le travail ailleurs et je me suis dit: «Imagine, il se passe un truc, comment je vais gérer?» En fait, je me suis rendu compte que c'était automatisé. J'avais pas besoin d'être sur place et quand tu te crées une liberté, pas que financière, mais heu, temporelle et comment on dit ça? De déplacement, tu vois? Géographique. Géographique, merci. Tu te dis: «Mais en fait, c'est ça la vie!» Genre, je suis partie début février, donc vraiment il y a 2 le mois dernier, enfin, début janvier, excuse-moi, il y a 2 mois et je suis partie entre le 28 et le 12, la période des loyers. Et pendant que j'étais sur la plage, ma sœur vit en Thaïlande, elle est expatriée là-bas, sur une île de 20 m², 20 km² complètement paumée. 20 km², c'est pas beaucoup, hein. Koh Tao, magnifique. J'étais sur la plage, je me dis: «C'est la première fois depuis, la naissance de mes filles que, OK, je souffle un peu, je respire». Je vois sur mon téléphone 10, 12, 14, 15 loyers qui tombent et je suis à l'autre bout du monde et je suis en train de boire tu sais les coconuts fraîches là? Et l'eau elle est transparente, elle est bleue, après tout est les Thaïlandais sont hyper accueillants. Enfin, j'étais dans un espace de ouf et je me dis: «Mais ça là, c'est la vraie vie». C'est pas, quand j'étais commerciale que je pars, je sais pas à quelle heure du matin, que je me tape des discours de commerce toute la journée, que j'essaie de rattraper les autres sur la qualité parce qu'au lieu d'être prévus une fois, ils sont prévus 6 fois les clients et qu'après c'est à moi de gérer les litiges et qu'en fait après il faut rester et le soir tu arrives, tu te dis: «Mais j'ai pas fait le nombre de contrats qu'il fallait», tu penses à ça. Donc en fait, tu tout le temps la même dynamique dans le salariat. Tu es dans la dynamique de ta boîte et on va me demander ça et on te demande des heures supplémentaires et on te demande si tu peux faire tel déplacement alors qu'il se passe des choses graves dans ta vie. C'était la période covid, on te demande d'aller te déplacer, faire des ouvertures, à 400 bornes de chez toi alors qu'il se passe des choses, graves à la maison, tu vois? Le salariat, non, moi j'ai il y a des gens alors, je tiens à faire un nota bene, il y a des gens qui sont bien dans leur travail et tant mieux et je dis pas que j'aurais aimé être bien dans mon travail, sinon je ferais pas ce que je fais aujourd'hui, mais il y a des gens qui s'épanouissent dans leur travail et s'épanouir, c'est ce qu'on cherche. Si tu t'épanouis dans ton travail, OK, mais si tu t'épanouis pas, il existe des solutions.
Je pense que je suis pas la seule à passer, sur le podcast. Je connais pas les autres invités, mais on a tous des business différents. L'immobilier est un business. Moi, je me suis passionnée je crois que ça se voit, je me suis passionnée de l'immobilier, je peux en parler pendant 6 heures, mais de savoir que tu peux quitter ton travail. Alors ça va pas se faire en claquant des doigts, hein, ça va pas se faire en 6 mois, ça demande du travail, ça demande de la rigueur, ça demande des connaissances, des process et cetera. Mais si tu l'appliques et que tu te dis que tu peux faire d'autres choses, aujourd'hui, accompagner des gens dans l'immobilier, c'est mon kiff. C'est ma société maintenant, j'ai des investissements immobiliers, donc j'ai des revenus locatifs, en nom propre, donc sur mon compte que je peux utiliser pour tout payer. Mais accompagner, des femmes dans l'investissement immobilier, par exemple, c'est mon kiff, tu vois? Et je pense que demain, si j'ai un autre kiff, mais j'ai le temps de le faire. Je fais ce que je veux en réalité, de mon temps. Je veux créer d'autres boîtes, je peux créer d'autres boîtes. Et on peut tous tout faire ce qu'on veut de notre vie. Enfin, c'est génial. On est, un humain sur terre et demain tu veux, je sais pas, devenir DJ, tu deviens DJ, tu fais ce que tu veux, tu vois? Donc ouais, en dernier mot, mais faites ce qui vous fait kiffer dans la vie. Et si être dans ton taf, ça te fait pas kiffer, trouve des solutions pour sortir de ton taf, tu vois? Et il y en a plein des solutions, il y a pas que l'immobilier, c'en est une. Pour moi, c'est une des valeurs les plus sûres. Ça prend plus de temps que la bourse, bah, en ce moment, surtout la crypto. Si on parle de crypto, on va éviter de parler de crypto en ce moment. Ça explose. Donc, c'est trop facile d'en parler. Mais l'immobilier, ça prend du temps, mais c'est sûr. Dans 15 ans, les immeubles, ils sont là, ils rapportent encore du cash. Parce que les gens ont besoin de se loger, tu vois. Donc, non, dans la vie, si tu veux faire un truc, tu le fais. Enfin, pour moi, c'est hyper important de se sentir à sa place dans ce qu'on aime faire. En tant que salariée, je me sentais pas là où j'étais censée être, tu vois. Et heureusement que je le faisais dans l'optique d'acheter de l'immobilier. Dès que j'ai fini d'acheter l'immobilier, je suis partie. Je l'ai vraiment pris ce travail dans l'optique d'acheter, je suis partie tout de suite. Mais je me vois tellement pas faire ça, 5 ans, 1 an, 6 mois aujourd'hui, mais tellement pas. J'aime trop ma vie, je peux pas. Je me réveille, j'ai ma fille, je lui fais le petit déj, de temps en temps, j'ai toujours pas trouvé de non mais j'avais envie d'insulter les crèches, mais j'ai toujours pas trouvé de crèche, mais donc de temps en temps, je l'emmène à la garderie, je calme mes visios entre-temps, mes calls clients, je fais mes lives le soir, j'ai mes élèves le soir, je crée des produits. J'accompagne des gens, enfin, je trouve des immeubles rentables. Maintenant, c'est le réseau, on s'appelle, c'est de l'humain, en fait. Moi, j'adore l'humain. Ma vie, c'est de l'humain. C'est de faire des rendez-vous, des déj, des événements. C'est trop bien. Faire ça. Bah, peut-être il y a des gens qui aimeraient pas, mais moi, en tout cas, c'est la vie qui me correspond, tu vois. Et demain, on est lundi, la dernière fois, ça m'a choquée. Je me dis, mais attends, le samedi, par exemple, c'est la journée la plus pleine quand t'es commercial. Le samedi, tu bosses comme un malade dans la boîte où t'es. Et le samedi, quand t'es commercial dans une société, le samedi, c'est là où tu peux pas t'absenter. Et il fallait demander des autorisations pour partir en vacances. Il faut demander tes dates à l'avance. Si t'as pas posé tes dates, bah, en fait, tu peux pas les poser. Et ça reporte à 2-3 mois tes vacances. Et je me dis, mais là, demain, ma fille, elle m'accompagne. La dernière fois, on est parti dans le sud de la France. Moi, je devais, mon mari bossait ici et moi, je devais gérer des trucs. Bah, je l'ai emmenée avec moi. Elle a vu la mer. Elle est partie 15 jours avec moi. Moi, j'ai vu mes apparts et elle a profité de la mer à côté. On allait prendre une crêpe, des gaufres, des glaces. On allait voir la mer. Et pourtant, je travaille, tu vois. Et elle découvre des choses. Et demain, je dois voyager. C'est pareil, en fait. Tu as la possibilité de faire tellement de choses. Samedi, je l'ai emmenée au parc. Enfin, on a fait des trucs. Et je me dis, mais attends, t'imagines avant le samedi, t'aurais dû libérer ton week-end. Tu veux partir voir ta famille. Tu prends un week-end, tu vas voir ta famille. C'est la liberté. En fait, t'es un humain. Personne peut te dire, de telle heure à telle heure, tu vas faire ça. Et là, t'as pas le droit de faire pipi. T'auras le droit de faire pipi dans 10 minutes. Mais qui a le droit de te dire ça? Personne. Ah, moi, je veux pas qu'on dise ça, tu vois. Et je me disais, là, quand j'étais salariée, il y avait tellement de clients, parfois, ta pause. Moi, je fume pas, il y en a pour qui c'est important de fumer, mais tu poses clope et il fallait attendre 3 heures que l'orage passe avant de te dire, ouais, en fait, je me suis pas posée la journée, j'ai même pas fait ma pause déj. Tellement il y avait des clients, tu fais ta pause déj, il est 16 heures en fait. C'est pas ça la vie. Parce que, en fait, t'as besoin de payer ton loyer, tu dois faire un travail parce que tu dois payer un loyer, bah, tu peux travailler plus intelligemment, pardon. Tu peux travailler plus intelligemment, tu peux faire des investissements qui travaillent pour toi. C'est de l'argent passif, c'est des revenus passifs. Et à côté, tu peux vraiment travailler pour un truc qui te fait kiffer. Et moi, l'idée de base de faire l'investissement immobilier, c'est OK, je suis comédienne, bah, c'est la merde, j'ai pas les bons contacts, il se passe des choses que j'ai pas envie de donner mon corps en tant que comédienne sous prétexte d'avoir un rôle que j'aurais même pas, s'il faut. OK, je veux faire autre chose. Bah là, aujourd'hui, j'ai de l'argent. Tu me demandes de faire quelque chose, j'ai pas besoin de ton argent, tu vois? Je le fais pour le plaisir. Et si je suis prise, c'est pour le plaisir. Et je vais pas, répondre à tes avances ou je vais pas, sous prétexte que j'ai besoin d'argent ou j'ai besoin de ce rôle ou que j'ai envie de faire ça ou que non, j'ai ce qu'il faut. Aujourd'hui, j'ai ce qu'il faut pour faire ce que je veux dans ma vie. Donc je cours pas après quelqu'un ou quelque chose. J'ai aucune obligation, tu vois? Et ça, pour moi, c'est hyper important d'avoir le choix de faire ce que tu veux. Donc voilà, Parfait. Où est-ce qu'on te retrouve si on veut discuter, échanger avec toi? investisseuse éclair. Sur Instagram? Sur Instagram, moi, c'est ma plateforme, préférée, logiquement bientôt sur YouTube aussi, mais surtout sur Instagram. Je suis hyper réactive en DM. Il y a une petite communauté, on n'est pas très nombreux, mais c'est hyper engagé, donc il y a pas mal de messages par jour, mais j'essaie de répondre à un maximum de personnes et si je peux aider ou donner des contacts ou transmettre mon réseau, je le fais.
je le fais. Super. Écoute Camille, un plaisir pour moi de t'avoir reçu sur le Braid. Merci. Super content encore une fois que tu sois venu. Merci pour le temps, merci Plaisir pour les partagé. tips, l'échange. Je trouve que c'était vraiment cool. Et puis en tout cas, hâte de voir tout ce que tu vas faire avec ton programme, avec la communauté que tu as, etc. Donc ouais, hâte de Bientôt, ça va prendre une très grosse ampleur, donc là, je suis prête. Je suis prête à ce qu'on s'ouvre, à plus grand. Je suis accompagnée sur le projet et jusque-là, je faisais avec toutes les personnes que je connaissais et là, on va vraiment aller toucher, le plus de personnes possible et si on peut offrir de la liberté à certains qui en ont envie, on va le faire. Ça va être cool. parfait. C'est tout ce que je te souhaite en tout cas. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir reçue, puis c'était, très sympa et on parlera du t-shirt après, d'accord? Et de l'audit et tout ça, on en parlera plus tard. Et pas de souci. Je te remercie beaucoup. Merci, bon courage à toi. Ciao, ciao. Salut. Bye.